Bonus. Trax. Si je vous dis un événement majeur du fluff de Warhammer 40 000 où des Space Marines affrontent d'autres Space Marines, vous pensez sans doute à l'hérésie d'Horus. Et vous avez peut-être raison, mais un autre conflit met en scène une guerre fratricide entre les guerriers de l'Adeptus Astartes, et ce, depuis Rogue Trader, soit quelques années avant que le nom d'Horus ne soit prononcé. Ce conflit, c'est la guerre de Badab, et il convenait d'enfin lui rendre hommage dans ce nouvel épisode du Lane Rider. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à bord du Lane Rider dans un épisode qui, vous l'aurez compris, sera consacré à la guerre de Badab. On va parler de son évolution au fil des ans, son évolution éditoriale, vous faire un petit résumé de son déroulé en termes de fluff, de lore, et bien sûr discuter pourquoi on aime tant finalement cet événement. Et je dis on parce que nous serons évidemment pas seuls, car aujourd'hui mon fidèle Raphaël est avec moi et son CV est plus pertinent que jamais puisque l'homme collectionne des Howling Griffons, l'un des chapitres Space Marine impliqués dans la guerre de Badab. Justement, comment ça va mon bon Raph ? Eh bien écoute, ça va très bien, toujours prêt, toujours présent pour parler des chapitres successeurs Space Marine parce que c'est la vie en fait. C'est le feu. Alors première question pour toi Raph, justement je voulais savoir avant qu'on commence, est-ce que tu te souviens comment tu as entendu parler de la guerre de Badab ? Eh ben écoute, je crois que la première fois que j'en ai entendu parler, c'était dans le Codex Space Marine du Chaos 4ème édition, qui voyait la première apparition en figurine de ce cher Huron Sombrecœur. Ouais. Et où du coup, à l'époque, dans les codex, il y avait encore plein de fluff pour les personnages, ce qui est moins le cas maintenant. Et du coup, dans le fluff de Huron, il était mentionné la guerre de Badab, les Astral Claws et toutes les choses dont on va se parler. Et du coup, je crois que c'est la première fois que j'ai entendu parler de l'événement. Et ça t'a intrigué plus que ça, ou pas tant, ou c'est juste un petit... T'as noté ça dans un coin de ta tête pour plus tard ? Je pense que j'ai noté ça dans un coin de ma tête. Le seul truc que j'avais trouvé cool, c'est le côté, renégat, sans forcément sombrer au chaos tout de suite, qui m'avait bien plu, parce que du coup, l'hérésie d'Horus, c'était très... il a trahi parce qu'il est possédé par le chaos. Il a touché le truc magique. Alors que Huron, c'était marqué dans ce fluff-là à l'époque, c'est vraiment un renégat au sens premier, genre il a trahi, mais pour le profit, pas pour... pour son ego, quoi. C'est assez intéressant, parce que c'est d'ailleurs souvent ce qu'on reproche à ce codex qui arrivait après le 3.5, où en fait, du coup, tout le monde on était vachement sur les légions, et là, c'était vraiment basculé dans un côté plus renégat, les Red Corsairs et Huron, du coup, dont on va reparler effectivement long, en large et en travers, étant bien sûr la vitrine un peu de ce pan-là des Space Marines du chaos. Effectivement. Alors, avant de se lancer dans le lore, on va parler du projet, de comment il a évolué au fur et à mesure des années, et il faut du coup le rappeler à nouveau, c'est bien un morceau de lore qui existe depuis Rogue Trader. Donc depuis la première édition de Warhammer 40 000, on a cette mention de la guerre de Badab qui, en fait, va voir des chapitres Space Marine s'affronter les uns les autres. Son originalité, c'est que cette guerre, elle est un exemple qui montre directement que l'Imperium ne fonctionne pas et qui donne aussi des billes à l'époque pour les joueurs Space Marine, puisque le jeu débute. D'ailleurs, sur Rogue Trader, on fait pas vraiment des parties comme aujourd'hui, mais c'est vrai que les Space Marines, c'est un peu déjà, malgré tout, les stars de Rogue Trader. Et donc, il faut expliquer pourquoi, par exemple, 2 joueurs Space Marine pourraient faire s'affronter leurs escouades, et la guerre de Badab peut servir à tout ça. Et ensuite, ce morceau de lore va évoluer et être un peu propulsé au rang de légende dès sa deuxième apparition, c'est dans le White Dwarf 101 en mai 1988. Alors du coup, est-ce que Raph, tu sais tout ce qui se passe à l'époque dans ce White Dwarf, parce qu'il est devenu un peu culte ? On apprend, je crois, un peu plus les origines de notre cher Huron. C'est exact. Du coup, il me semble qu'on présente son fluff de manière plus détaillée
qu'auparavant. Ouais, c'est clair. Et surtout, on lui donne des pouvoirs, on suppute des pouvoirs psy. Ouais. On est complètement dans le proto Warhammer 40 000 de Rogue Trader là, puisque du coup, Huron, on nous dit ça peut être un psycheur, mais qui a eu récemment ses pouvoirs, ça pourrait même être un alien métamorphe, donc on a une histoire un peu plus complète, mais qui reste quand même assez succincte, parce que ça fait une demi-page de lore, donc c'est pas vraiment ce qu'on a aujourd'hui. Malgré tout, on a la base de ce conflit, c'est-à-dire les chapitres Space Marine qui sont là, et on retient d'ailleurs avant tout la guerre de Badab pour cette illustration de Gary Scholk qui présente l'héraldique des chapitres impliqués. Et du coup, ce qui est assez marrant, c'est qu'on voit des chapitres Space Marine, et c'est la première fois qu'on a des chapitres Space Marine qui ne sont pas les 12 qui sont listés à l'origine dans Rogue Trader. Ouais. Donc il y a des nouveaux chapitres qui apparaissent à l'occasion de la guerre de Badab, et il y a aussi des chapitres qui sont représentés sous une forme qui n'est plus canonique aujourd'hui. Ouais. Est-ce que tu peux nous en parler de ça ? Est-ce que tu te souviens d'un exemple ? Pareil, en fait, il y a beaucoup de chapitres qui sont présentés dans des camouflages très spécifiques, qui ont du sens d'un point de vue du lore, mais qui en fait n'ont pas du tout de sens d'un point de vue du schéma de couleur de la livrée traditionnelle du chapitre. Par exemple, les Mantis Warriors, les Howling Griffon, qui sont présentés avec des camouflages hyper bariolés, avec même des patterns de camouflage, donc des... je sais pas quelle pourrait être la traduction de pattern, mais, motifs. Des motifs, qui sont très aléatoires. Ouais, t'as du camouflage désertique. T'as du camouflage désertique, t'as du camouflage de forêt, t'as du camouflage urbain. Il y a beaucoup de couleurs très vives, beaucoup de jaune, beaucoup de rouge, beaucoup de vert. Et aussi, par exemple, les Howling Griffon, puisque je vais parler de ce que je connais, principalement, on montre le camouflage qui est bariolé avec des taches de jaune, de rouge, de noir, de brun. Et ça, c'est vraiment un truc un peu abandonné depuis. On sait que les Space Marines sont censés mépriser le camouflage et qu'à part les scouts ou 2-3 unités, c'est pas ou dans certains chapitres. Les Raptors, voilà, c'est ça. Ça dépend un petit peu des chapitres. Et d'ailleurs, plusieurs sont impliqués dans la guerre de Badab. C'est assez rigolo que en fait l'occasion a fait le larron de ce point de vue-là. Et effectivement, du coup, il y a plein de schémas de couleurs, soit alternatifs, soit même des schémas de couleurs qui sont complètement non-sensiques par rapport à ce qu'on a aujourd'hui. Alors, il y a des petits détails rigolos. Par exemple, il y a un chapitre qui s'appelle les Sons of Medusa, dont tu nous reparleras tout à l'heure, dont le logo est à ce moment-là la tête de Méduse, qu'ils ne vont pas garder. Et les Salamanders, ils ont une couleur serpent, enfin un motif serpent sur leur armure, et c'est la première apparition des Salamanders, qui est pourtant un chapitre fondateur. Et du coup c'est assez rigolo qu'ils soient apparus avec cette couleur-là. Ils étaient représentés en tout cas sous ce motif-là la première fois qu'on les a vus. Mais effectivement, en tout cas, on a tous les chapitres qui resteront, les chapitres qui s'illustreront dans la guerre de Badab, et qui parfois changeront peut-être de nom, notamment Raphaël a parlé tout à l'heure des Astral Claws, et en fait à l'époque ils s'appellent les Tiger Claws, et du coup ils ont vraiment un motif là aussi tigré et une livrée qui rappelle le bon félin qu'est le tigre. Donc l'histoire de Badab, elle va ensuite évoluer en popant ça et là dans des bouquins, des illus, notamment du coup les Codex Space Marine du Chaos. Dès le premier d'ailleurs, en V2, on nous parle déjà d'Huron. Et on a déjà une version jouable de Huron Sombre Cœur, mais en fait elle n'a pas de figurine. Par contre, elle est déjà utilisée pour représenter une liste justement de chapitres renégats, plutôt que par opposition envers les légions originales. Donc ça c'est assez intéressant, parce que ça a toujours été une tendance dès la V2. Bien sûr, d'autres codex Space Marine du Chaos en parleront, comme l'a dit Raph, et dans White Dwarf 303, donc quelques centaines de White Dwarf plus tard, on en reparle aussi. Et bien sûr, en 2005, on a dans le supplément Guerre urbaine, que j'adore. Donc moi, c'est, je pense personnellement, comme ça que j'ai découvert la guerre de Badab. Je pense que j'avais pas trop fait attention dans les trucs précédents, mais là on nous parle spécifiquement de l'assaut sur le palais des Ronces, qui est la bataille finale en fait de la guerre de Badab. Et ce qui est assez rigolo, c'est qu'elle est vraiment détaillée à ce moment-là, parce que c'est un combat urbain, et donc ça a du sens de le présenter comme une illustration de ce qu'est alors un supplément pour justement jouer avec des règles de combat urbain. Donc bref, l'histoire, elle va se densifier et elle va obtenir sa version définitive à ce jour, du moins. On ne sait jamais, peut-être que Games Workshop va nous proposer un petit crusade un jour ou l'autre, mais du coup va nous proposer avant ça Forge World, Imperial Armor. Donc Imperial Armor, à l'origine, c'est des bouquins qui inventent du lore. Par exemple, le siège de Vrax, qui a introduit...
plutôt réintroduit, ou en tout cas iconisé la deathcore de Krieg. Et là, c'est la première fois que Forge World, qui du coup est un studio séparé de Games Workshop, s'autorise à récupérer un morceau de lore qui existe depuis longtemps et qui était un peu tombé dans l'oubli, à part quelques passages. Et donc l'auteur Alan Bligh, il se dit, bah tiens, il y a plein de versions de la guerre de Badab, et dans la plus pure tradition du lore Warhammer 40 000, il va essayer de faire coexister toutes ces versions dans une seule version définitive, une histoire cohérente, et qui accumule tellement de matière qui, en fait, à l'origine c'était prévu pour être un bouquin, et finalement ça sera 2 bouquins qui sortiront en 2010 et en 2011, et qui seront supportés par toute une gamme. Je sais pas si tu te souviens des figurines de l'époque. Complètement, et il y avait beaucoup de figurines qui sont sorties, parce que par exemple, les Red Scorpions, donc on plusieurs en reparlera, personnages, ils avaient plusieurs persos, ils avaient une escouade dédiée, ils avaient une escouade de commandement, ils avaient un dread. Souvent c'était ça à peu près, c'était un perso, une escouade, un dread. Luft Huron, il avait sa figue. Je crois qu'il y avait aussi une escouade Astral Clause. Il y avait un Tech Marine nommé, il y avait Carcharodon. Enfin, il y a pas mal de choses qui étaient sorties, et des patterns de chars spécifiques aussi. Tout à fait. Et donc, effectivement, ça faisait partie un petit peu de cette dynamique qui est héritée de Warhammer, c'est-à-dire créer un lore dans le lore pour vendre des figurines dédiées. Bien sûr, on pouvait les utiliser à Warhammer 40 000 pour représenter d'autres trucs, mais c'est vrai que c'était intéressant que la guerre de Badab ne soit pas que un supplément lore, mais c'est aussi un certain nombre de figues, certes Forge World, donc on les a pas vues beaucoup, mais il y en a 2-3 qui font partie un peu de cette époque où toi et moi on passait beaucoup de temps sur le site Forge World en disant le jour où j'aurai de l'argent je m'achèterai de la résine. En fait ça fait chier tout le monde, donc personne ne fait ça, même maintenant qu'on a un peu d'argent. Voilà un petit peu pour l'évolution du coup on va dire éditoriale de la guerre de Badab, on vous l'a fait très vite, mais je pense que c'est pas forcément la partie la plus intéressante. La partie plus intéressante c'est le fluff lui-même, et du coup on va vous le résumer. Là pour le coup on part pour une longue discussion dans laquelle Raph va vous présenter un peu les forces en présence, et moi je veux plutôt vous faire le déroulé chronologique, et comme ça on va obtenir quelque chose je pense d'assez complet, et qui vous fera une bonne introduction pour la guerre de Badab. Si vous voulez en savoir plus, il y a une chaîne YouTube qu'on aime bien qui malheureusement du coup est en anglais, donc si vous n'êtes pas bilingue c'est peut-être un peu plus chaud, mais il n'y a pas de sous-titres il me semble. Ouais, c'est peut-être un peu galère, mais en tout cas, voilà, Arbiter Ian a fait toute une série. D'abord une première série il y a 4-5 ans, et maintenant il retrace les chapitres spécifiquement de la guerre de Badab. Donc si vous voulez vous initier à tel ou tel chapitre, c'est l'occasion d'y aller. Je me suis pas mal basé sur ses vidéos à lui, ce qu'on trouve bien sûr sur internet, les fandoms et les trucs comme ça, et puis effectivement bien sûr mes souvenirs et mes bouquins. Du coup tout commence à un endroit. Il faut parler du coup d'une anomalie warp, comme il en existe tant d'autres à travers la galaxie. D'ailleurs, il y en a une autre qu'on connaît bien, c'est l'œil de la terreur, mais là, on va parler du Maelstrom. Bien sûr, bien joué, Raphaël. Du coup, c'est un lieu de la galaxie assez reculé, en fait, et qui, du coup, a assez peu de ressources, donc c'est un peu chaud d'y vivre. Mais dans ce secteur, on va malgré tout s'installer, l'Imperium, quand je dis on, nous les humains, et du coup, on va essayer de fortifier cet endroit, puisque on a cette faille warp, le Maelstrom, et donc on se dit, il faut le protéger, il faut faire en sorte que rien ne sorte de tout ce merdier, de toute cette étoile un peu chelou dans le ciel. Et donc du coup, pour ça, un certain nombre de chapitres Space Marine vont se désigner comme les gardiens du Maelstrom, je vais y arriver. En fait, non, je sais pas comment on prononce en anglais. Sais pas, mais... Je pense qu'il y a aussi le fait qu'en français, il y ait des trémas sur le E. Oui, c'est ça, voilà. ça me fuck un peu le cerveau. Donc, si vous m'entendez mal le prononcer, pardonnez-moi. Donc, effectivement, les gardiens, c'est les Wardens en anglais. Donc, c'est un groupe de chapitres Space Marine qui vont se voir confier la zone. Ça arrive souvent. L'Imperium dit, vous traîniez dans le coin, ou votre monde chapitral est pas loin, vous allez défendre ce coin-là. Donc, dans ces chapitres, on va d'abord retrouver Alors, je vais tous les citer, puis après, Raph, quand ils rentreront dans le conflit, je te demanderai de les présenter, parce que sinon, on va faire que des présentations au début. Mais du coup, il y en a un certain nombre qui vont être très importants. Bon, le premier, c'est les Mantis Warriors, on les a déjà cités. On a les Lamenters, et coucou à Zag, s'il nous écoute. On a la Charnel Guard, du coup, qui, elle, n'a pas de monde chapitral dans le coin. C'est plutôt un chapitre qui fonctionne sous forme de flotte, qui est fleet base, comme on dit en anglais. Et bien sûr, tout ce petit monde est mené par les Astral Clause. Donc c'est les gardiens originaux.
Et au départ, ils vont rencontrer un franc succès, à tel point que, en fait, c'est plutôt, ça se passe tellement bien que la Channel Guard, elle s'en va du secteur, ce qui va faire chier l'Inquisition parce que, ils se disent que, quand même, on est censé surveiller la zone et vous partez, qu'est-ce que vous faites, bande de Space Marines? Et donc, du coup, l'Inquisition va un peu enquêter sur ce qui se passe et il va avoir des premiers problèmes, et notamment, du coup, les Astral Claws vont demander des renforts parce que très vite ils vont se retrouver un petit peu dépassés par les événements et ils vont trouver qui? Les Tiger Claws, souvenez-vous. Donc les Tiger Claws, c'est la première version des Astral Claws, mais comme je vous le disais tout à l'heure, l'idée c'est de concilier les différentes versions. Et donc en fait, on dit que les Tiger Claws, c'est plus ou moins suggéré. En fait, c'est un chapitre successeur des Astral Claws, qui sont plus vieux, mais qui étaient perdus pendant des siècles, et qui d'un coup à un moment revient, et donc du coup ils se disent coucou, on revient, on vient chercher nos grands frères des Astral Claws, et ils disent super, des renforts, et du coup l'Inquisition et l'Imperium demandent de tester les Tiger Claws parce que vous ne savez peut-être pas, mais les Space Marines n'ont pas énormément de dîmes, contrairement aux autres mondes impériaux, etc. Ils sont un peu exclus de la dîme traditionnelle. Ils doivent quand même protéger l'Imperium et ils doivent aussi tester leur patrimoine génétique pour prouver qu'il n'est pas corrompu. Ouais, exactement, pas corrompu. Et donc du coup, les Astral Claws, ils trouvent ça un peu abusé. Ils le voient un petit peu, comment dirais-je, comme une insulte. Mais bon, ok, les Tigers y vont. Sauf que leur maître de chapitre ne va jamais revenir de cette de cette inspection du travail. Et donc les Tiger Claws vont se méfier et ils vont trouver refuge auprès des Astral Claws, leur grand frère, presque leur père en fait. Il y a un petit lien presque un peu Hérésidorus dans tout ça déjà. Et forcément ça va attirer les foudres d'un certain nombre de personnages, dont Huron, dont on a déjà beaucoup parlé. Donc c'est le capitaine de la 3e compagnie des Astral Claws qui est nommé le maître, qui va être nommé maître de chapitre et qui va du coup renforcer les gardiens. Donc lui, il se dit ok, on a des renforts enfin, il fout tout un bordel dans le secteur, il renforce les mondes, il renforce la flotte, il dit ok, je vais entourer ce foutu Milestorm, et du coup il prend également la tête de Badab. Donc Badab à l'origine c'est un secteur autour de ce Milestorm, et c'est le nom de la planète un peu capitale de ce secteur aussi, et du coup il y a une espèce de guerre civile pour savoir qui va succéder au gouverneur local, il y a la noblesse qui se tire dans les pattes, et du coup Huron en profite pour dire en fait vous faites chier depuis toujours et moi je vais réorganiser le secteur, donc il prend le pouvoir, et donc c'est un Space Marine qui devient aussi gouverneur planétaire, d'où le surnom le tyran de Badab, qui est du coup son premier surnom avant Huron Sombrecoeur. Du coup, il demande des renforts à Terra, mais Terra refuse. Du coup, Huron, qui était en pleine position d'ascension et qui devenait un peu le tyran local, se dit attends, c'est abusé, moi je fais tout ce qu'on me demande et on me donne ni ressources ni moyens. Et donc, en représailles, il va décider qu'il va retenir la dîme impériale, donc qui peut s'exprimer en hommes, en moyens, en ressources, en munitions. Si vous avez vu la série de Tives sur Warhammer Plus, pardon, vous savez un peu de quoi on parle. Et donc, il va non seulement faire ça, mais il va bloquer toutes les routes commerciales et s'emparer des ressources qui passent sur ces routes-là et qui traversent en fait leur secteur. Ça va mal se passer au moment où vous savez déjà que l'Inquisition est un peu impliquée, mais là il y a un autre player, un autre joueur qui rentre dans le jeu, c'est le système de Carthago, c'est un système voisin qui dépend totalement de cette dîme, lui, et donc il en a vraiment besoin pour survivre, et donc il va aller à l'encontre de Huron, et qui lui en fait fait valoir son droit un peu ancestral des commandos Space Marine qui ont le droit de faire ce qu'ils veulent tant qu'ils protègent l'Imperium. Donc ça va mettre un peu le feu aux poudres à l'origine. D'autant que les Astral Claws se voient renforcés par des Black Templars qui passent par là et qui vont faire une croisade dans le Maelstrom, littéralement dedans. Donc les mecs sont méga déter, sauf que les Black Templars vont être redirigés. Donc encore une fois, les Astral Claws, alors qu'ils sont sur le point de fermer cette putain de faille et d'anéantir la menace du chaos, vont se voir un peu privés de leurs alliés. Et donc c'est un peu chiant. Et du coup, ils reviennent, et pile à temps pour découvrir que ce monde voisin, ce secteur voisin de Carthago, il vient de réclamer la dîme avec une flotte qui a été envoyée par l'Imperium plus large, autour de Badab. Et donc là, c'est le secteur qui s'enflamme, et l'Imperium plus large qui décide finalement d'ignorer la situation. C'est une guerre civile comme les autres, comme il en existe beaucoup dans l'Imperium, vous-même, vous savez. Sauf que la guerre s'installe et Raph va enfin pouvoir présenter certains Space Marines, puisque la propagande de Carthago, elle tourne à plein régime. Donc d'ailleurs Carthago, c'est vraiment l'idée de
Là, on revient avec les petites références pas si subtiles de Warhammer 40 000. Donc, le tyran de Badam, on a vraiment Rome, où le tyran est un statut, et Carthage, c'était la puissance rivale de Rome pendant un temps. Donc là, elle dit, ouais, les Astralcos et leurs alliés, c'est des traîtres, etc. Et donc, c'est compliqué. Donc, les Astralcos disent, bon, la tournée de promo est pas ouf pour nous, il va falloir qu'on trouve des alliés. Et donc, ils ratifient plusieurs alliés, et les premiers d'entre eux sont les Mantis Warriors. Est-ce que tu peux nous les présenter, Raph ? Tout à fait. Donc les Mantis Warriors, chapitre à la livrée vert et jaune. J'adore. Oui, que tu affectionnes particulièrement. Exact. Qui sont un chapitre successeur des White Scar. Donc déjà. C'est rare pour être souligné. Voilà. Et vous avez déjà, si je vous dis successeur White Scar, normalement vous avez déjà tout un imaginaire en tête. Ils sont en fait à la base un chapitre qui est déployé en général sur des mondes hostiles, genre Katachan. C'est d'où le nom d'ailleurs Mantis Warrior, donc la menthe religieuse. Ils sont vraiment habitués au combat dans des jungles, dans des planètes très hostiles, et ils sont ils sont très forts dans l'art du camouflage. Ils se déploient souvent en petite force de frappe. C'est rare qu'il y ait tout un chapitre qui soit déployé. Et ils sont vraiment des spécialistes de l'embuscade, de l'infiltration, du camouflage. Et c'est un chapitre qui a un historique un peu tragique, comme beaucoup des chapitres qui vont être impliqués dans la guerre de Badab, on va en parler. Mais eux, particulièrement, parce que ils ont failli être entièrement décimés par une flotte ruche tyrannide. Et avant la guerre de Badab, tu veux dire, ou après la guerre de Badab. Donc ils ont une belle vie de merde, voilà, comme beaucoup de chapitres. Et du coup, là, aux dernières nouvelles, ils ont été renforcés par les les primaris par je sais plus comment elle s'appelle, la Fondation Ultima. Et du coup, maintenant, le chapitre arrive à subsister grâce aux nouveaux primaris qui sont dedans. Ok, ils ont reçu des renforts, quoi. Tout à fait. Un peu comme les Astralclaws à l'époque, ils recevaient également les renforts des Lamenters. Qui sont les Lamenters, à part l'armée de Zag, le peintre fou du Discord, Lenrider? Alors, et de l'ami Psyche aussi. Donc, de l'ami Psyche aussi. Ah oui, c'est vrai. Un chapitre qui, de toute façon, a beaucoup d'adeptes. C'est marrant, parce que eux aussi ont une belle vie de merde. Voilà. Alors, les Lamenters, c'est donc un chapitre successeur des Blood Angels. Donc, déjà, là encore, la malédiction du Primarque, la soif rouge, la rage noire, tout ça, on connaît. Et les Lamenters, donc c'est un des seuls chapitres successeurs des Blood Angels à n'avoir ni rouge ni noir dans leur schéma de couleur, ce qui est assez inhabituel. Ouais, ils sont jaunes. Ils sont jaunes avec un damier sur l'épaulette et un symbole de chapitre en forme de cœur qui saigne. La particularité du coup des Lamenters, c'est que c'est un chapitre réputé pour son altruisme. C'est très étrange du coup qu'ils aient rejoint le parti de Huron, parce que c'est un chapitre qui est réputé pour être très soutenant des populations civiles, parce qu'on sait que voilà, il y a des Space Marines qui méprisent un petit peu la vie humaine. Eux, pas du tout. Ils sont un peu comme les Salamanders là-dessus. Ils veulent sauver un maximum de population. Ils évitent autant que possible les dommages collatéraux, et ils sont prêts à donner de l'aide aux populations civiles, mais aussi aux autres chapitres de Space Marines, qui, je pense, du coup, a dû être l'argument de Huron pour les rameuter. Pareil, ils ont été plusieurs fois au bord de l'extinction, que ce soit à cause de la guerre de Badab, à cause de la pénitence qu'ils ont dû faire derrière, à cause de leur patrimoine génétique qui a causé la mort de plusieurs d'entre eux. Donc, aujourd'hui, c'est un chapitre qui est en croisade, qui est basé qui n'a pas de monde chapitral, et qui s'est aussi vu renforcé par l'arrivée de Primaris, bien évidemment. D'ailleurs, spoiler alert, ils sont tous ou presque fait renforcer, mais c'est vrai que c'est encore un chapitre qui a eu la vie dure, même aujourd'hui dans le 42e millénaire. Par la suite, et au-delà de la guerre de Badab, il y a pas mal d'histoires un peu, effectivement, lamentables pour les Lamenters, si j'ose dire. Les pauvres. Effectivement, bon, on a deux des chapitres. On n'a pas présenté d'ailleurs les Astralclaws à proprement parler. Est-ce que tu voudrais le faire maintenant ? Alors, il n'y a pas grand-chose... Alors, il y a grand-chose à dire dans leur historique. En fait, leur lore, c'est celui de la guerre de Badab, quoi, on va pas se mentir. Après, ils sont... petite particularité, ils proviennent d'une fondation inconnue à ce jour. Donc déjà ça, c'était suspect aux yeux de l'Inquisition. Oui. Ils ont toujours été reconnus comme un chapitre extrêmement fier. Ce qui a du coup aussi une incidence sur la manière dont ils se comportent pendant la guerre de Badab. Mais déjà, avant tout ça, ils étaient réputés comme extrêmement arrogants et fiers. Et après, c'est un chapitre qui a une organisation classique au sens respect du codex.
mais il faisait usage de beaucoup de transports de troupes et beaucoup d'armes à fusion lance-flammes, un peu comme les Salamanders. D'ailleurs, au début, il y avait une rumeur comme quoi ils étaient descendants Ouais. des Salamanders, mais du C'est coup... toujours le petit jeu, tu sais, qu'est-ce qu'ils partagent de la doctrine de C'est tel ça. chapitre? Sauf que, bon, non, ce sont des successeurs inconnus et une fondation inconnue. Il y en a plusieurs des chapitres, notamment impliqués dans la guerre de Badab, qui vont partager ce trait, mais du coup, voilà un peu la particularité des Astral Claws. Ouais, ils sont très très cool. Et alors, le premier schéma de couleur n'est ni rouge ni noir, donc c'est pas les Red Corsair qu'on connaît. Ils ressemblent plutôt à des Stormcast parce qu'ils sont couleur argent et les épaulières bleues, si je dis pas de très, bêtises. très cool schéma. Ouais, j'aime beaucoup aussi. Et ça rend très bien en Primaris d'ailleurs. Ouais, de ouf. Peut-être ont-ils reçu l'aide. Ah non. Non. Très bien, très bien. Donc effectivement, la guerre s'installe et commence à se fédérer de chaque côté un certain nombre de forces et donc de chapitres Space Marine. Donc on sent un peu généralement la pression monter à ce moment-là. Donc les Mantis Warriors, les Astral Claws, les Lamenters de l'autre côté. D'un côté, pardon, et de l'autre côté, Carthago va demander l'aide des forces de défense planétaires et même de certains chapitres Space Marine. Et il se trouve qu'il y a un chapitre Space Marine qui va les rejoindre et répondre à leur appel. Ce sont les Firehawks qui répondent en premier, qui vont enquêter, mais vont se faire attaquer par les Mantis Warriors qui, du coup, après un accrochage, pour l'instant on n'est pas vraiment dans une guerre civile ou fratricide, ça se tire un peu dessus, ça se jauge, et ils vont comment dirais-je, se barrer dans un premier temps. Mais avant de savoir ce qu'ils vont faire en représailles, mon cher Raphaël, parce qu'ils portent bien leur nom, les Firehawks, est-ce que tu peux me présenter un petit peu ce chapitre ? Eh bien, c'est un chapitre navé de mystère, les Firehawks, eux aussi. Ils sont successeurs des Ultramarines, et ils ont une particularité, les Firehawks, c'est que lorsqu'ils ont été dépêchés pendant la guerre de Badab, une fois que celle-ci a été terminée, ils ont disparu dans le Warp, et ils ne sont jamais revenus. Mais, bien plus tard, ils se manifestent à nouveau sous la forme de la Légion des Damnés. Et en fait, les Firehawks, ce sont le chapitre qui s'est transformé en la Légion des Damnés après avoir passé plusieurs éternités dans le War, effectivement. Et ça, il y a pas mal de vidéos là-dessus. C'est assez marrant parce que ça a été canonisé à un moment. On n'en a pas trop reparlé depuis, mais c'est assez rigolo parce qu'il y avait plein de références et après, on a accumulé les détails jusqu'à ce que ça soit plus ou moins officiel. Bon, officiel dans la mesure où rien n'est jamais vraiment officiel dans le lore de Warhammer 40 000 jusqu'à ce que quelqu'un décide de le changer. Mais effectivement, du coup, ça a du sens par rapport aussi au côté feu, au côté maudit de ces personnages-là aussi, parce que ils sont peut-être du bon côté de l'histoire, mais l'histoire est toujours un peu écrite aussi par les vainqueurs. Et il se passe quand même 2-3 trucs un peu chelous lors de la guerre de Badab pour eux. À l'époque, ils ont une livrée jaune et rouge, pardon. Ouais. Et en fait, ils ont des flammes qui sont peintes sur leurs armures. Dans les épaulettes, notamment. Et donc, du coup, quand ils sont attaqués par les Mantis Warriors, les Mantis Warriors les laissent partir histoire de dire venez pas nous emmerder, mais on va pas vous attaquer tout de suite, respect entre Astartes. Mais furieux, le maître de chapitre des Firehawks, qui est un mec qui s'appelle Stibor Lazarek, il fallait l'inventer celui-là, ramène toute sa flotte dans la zone. Et donc, du coup, c'est l'escalade, parce que, du coup, ça, il y a tout un chapitre qui vient de se déployer directement dans le domaine normalement protégé par, effectivement, les gardiens du Milestone. Donc là, le côté Astartes contre Astartes va devenir la norme. Donc, alors que les Firehawks, ils s'avancent pour faire pression sur le Endymion Cluster, c'est le domaine des Mantis Warriors, les Astral Claws, ils attaquent les forces qu'avait rassemblées Carthago en marge du secteur. D'ailleurs, je fais une petite parenthèse, mais c'est assez cool avec les trucs Imperial Armor, c'est qu'on a des cartes, on a des documents presque militaires, un peu historiques, et donc on peut vachement plus se figurer que dans un codex, les mouvements des troupes, etc. C'est souvent presque un peu réaliste ou traité de manière un peu histoire militaire, et je trouve ça assez cool. Donc là, vraiment, il y a une idée de, en fait, les Firehawks ont beau rassembler les troupes et faire pression, les Astral Claws, ils en profitent pour aller taper le voisin. Du coup, soudainement, les Firehawks vont se retrouver en sous-nombre, et vu qu'ils doivent battre en retraite, ils vont appeler à l'aide. Ils vont appeler à l'aide et du coup vont répondre à un certain nombre de chapitres, et les premiers à les aider à leur tour, ce sont les Marines Errant qui répondent à leur appel, mais évitent d'affronter les Lamenters spécifiquement. Et là, on a aussi une petite nuance qui est intéressante dans ce lore, c'est qu'en fait, certains chapitres se connaissent, partagent des liens de sang, des liens d'honneur, et vont pas vouloir s'affronter. Donc aussi, on n'est pas forcément dans ce côté... c'est un peu comme si on était
ce début de l'hérésie où les chapitres arrivent pas, enfin les légions arrivent pas à croire qu'elles vont se battre les unes contre les autres. Ça c'est assez sympa je trouve comme morceau de lore. Qui sont les Marines errantes, mon cher Raph? Alors les Marines errantes, ce sont également un chapitre successeur des Ultramarines. Ils sont partout ces mecs. Ouais, il y en a beaucoup. Ouais. Et en fait, c'est un chapitre qui a été spécialement conçu à Terra pour être un chapitre qui va être en croisade perpétuelle. D'où le nom. Voilà. Ils sont errants, ils n'ont aucun monde natal, ils n'ont aucun monde forteresse, ils sont recrutés sur plusieurs planètes différentes au gré de leur croisade. Et en fait, quand le chapitre a été conçu sur Terra, l'objectif c'était vraiment de se dire c'est une force mobile qu'on va pouvoir déplacer à travers la galaxie pour l'envoyer en croisade là où on a besoin de l'envoyer. Donc c'est un peu... Une sorte de force expéditionnaire. Quoi. Voilà. C'est un peu... c'est des Black Templars, mais au lieu d'avoir pris la décision d'être en croisade d'eux-mêmes, c'est leur mission de base, en fait. Répondre à des appels à droite à gauche et continuer à avancer quoi qu'il arrive. Donc ça, c'est les Marines errantes qui vont répondre à l'appel, du coup, de nos amis les Firehawks. Mais les Astral Claws vont aussi recevoir des renforts, et c'est là, en fait, qu'on rentre dans ce côté un peu clientélisme qui est assez intéressant. Chaque chapitre va appeler son poteau, et donc les Astral Claws, ils appellent leurs poteaux des Executioners, qui leur doivent une dette de sang. Donc là, pour le coup, on sait que les deux chapitres se respectent, mais vraiment, il fut un temps, les Astral Claws ont aidé les Executioners, c'est à leur tour de leur rendre là pareil. Et du coup, ils vont intercepter une nouvelle tentative de saisir les ressources par Carthago, et du coup ils s'emparent de la flotte de Carthago, les Executioners, et la guerre se fiche pendant un temps. Le secteur du Milestorm, il est à ce moment-là fermement tenu par les sécessionnistes, parce qu'il y a plus de chapitres Space Marine que dans le côté loyaliste, et qu'ils ont pris l'initiative. Mais avant d'enchaîner, petit détour par le lore des Executioners, mon cher Raphaël. Donc les Executioners, qui est un chapitre avec un schéma de couleur très stylé, à base de bleu, et dont l'emblème de chapitre est une hache sur un cylindre rouge. C'est un chapitre successeur des Imperial Fist. Et je crois que c'est récent ce lore-là d'ailleurs. Je crois que pendant un temps on ne le savait pas. Je pense. Et il en parle, je crois, à Ian, il dit qu'en fait c'est via l'hérésie de Russe où il y a Fafnir. Alors justement, j'y ouais, vas-y, alors excuse-moi. En fait, du coup, et voilà, ce sont des successeurs des Imperial Fist, et notamment de la compagnie de Fafnir Khan. Donc si vous avez lu ou connaissez un peu le fluff, Fafnir Khan dans le siège de Terra, c'est ce capitaine Imperial Fist qui se bat avec deux haches. Du coup, les Executioners, leur emblème de chapitre, c'est une hache, et ce sont des guerriers qui ont une réputation d'être extrêmement énervés. Normalement... Eux, ils se cachent pas derrière les forteresses. Non, et en fait, beaucoup d'impériaux ne souhaitent pas combattre avec eux parce qu'ils sont un peu trop énervés. Et du coup, leur trait de chapitre particulier, c'est qu'ils utilisent beaucoup de haches. Et en fait, ils n'ont pas, par exemple, de couteaux de combat, ils ont des haches de combat, et beaucoup de haches énergétiques, etc. Pour rendre hommage à Fafnir Khan. Du coup, dans lore actuel, suite à la guerre de Badab, vu qu'ils ont été allègrement bourrins du côté des Astral Claws, ils ont été confiés sous la garde des Salamanders pour leur pénitence. Ouais. Et du coup, pour leur apprendre aussi un peu le respect de la vie civile. Donc ça dérangeait pas trop les Astral Claws, qui sont contents d'avoir dans leurs alliés parmi les descendants les plus brutaux des Imperial Fist, même si les Black Templars se posent là, et ils s'entendaient bien aussi, bizarrement. Oui. Donc bref. Alors, du coup, avec tous ces chapitres Space Marine qui se rassemblent en un seul endroit, l'Imperium commence à flipper et prend enfin note de ce qui se passe. Donc ils vont officiellement demander à Huron de baisser les armes pour résoudre la dispute. Ce qui est assez intéressant, puisque la réponse de l'Imperium n'est pas à ce moment-là d'envoyer plus de chapitres Space Marine. Ils sont plutôt dans un côté de-escalation. Ils vont se dire, attends, on peut négocier, ce mec il est bon, globalement il a fait le taf, donc ça serait con de le perdre. Peut-être ont-ils appris de l'hérésie de Russe, qui sait. Peut-être aussi c'est une période dans l'histoire de l'Imperium où on est après la purge, et du coup les chapitres Space Marine c'est pas non plus une ressource illimitée. Exactement, oui, parce qu'on l'a pas dit, mais au final tout ça se passe au 41e millénaire. La guerre de Badab, c'est pas vieux entre guillemets, quoi, tu vois, c'est des millénaires. Voilà. Pour nous c'est vieux, mais pour un Space Marine c'était peut-être hier, quoi, pour les gens qui vivent longtemps dans l'Imperium et qui ont accès aux meilleurs soins, bien entendu. Pour le garde impérial moyen, c'est quand même très très vieux. Donc bref, il demande donc à Huron de se calmer, et on va constituer du coup une
une espèce de délégation. Sauf que, en fait, lui, il ne veut pas rendre les armes, Huron. Il dit, ok, moi je veux bien discuter, mais le problème c'est que rendre les armes, c'est pas possible, puisque si je rends les armes, mon secteur est menacé par le chaos, parce que rapport au fait qu'il y a un truc qui s'appelle le Milestorm qui est juste à côté. Donc du coup, on se dit, bon, d'accord, il marque un point, peut-être, mais faut quand même montrer que c'est nous les plus forts. Et donc là, l'Imperium sort vraiment l'artillerie lourde parce qu'il constitue une nouvelle force d'Astartes pour tenir tête à Huron et lui dire attends, si tu veux, nous aussi on a des potes. Parmi ces potes, du coup, il y a les Salamanders. On va pas vous faire l'affront de vous présenter les Salamanders, mais voilà, les Salamanders vont être un peu à la tête de cette nouvelle force qui rassemble les Raptors, les Fire Angels et bizarrement, les Salamanders en fait cèdent leur commandement de toute cette force aux Red Scorpions. Alors, est-ce que tu peux peut-être déjà me présenter les Raptors? Alors, les Raptors, un chapitre que tu aimes, il me semble Oui, particulièrement. c'est les Space Marines les plus tactical, Voilà. les plus garde impériale. Comment ne pas les aimer? Et ce sont un chapitre successeur de la Ravengard, là Tout encore. à fait. On le mentionne parce que c'est pas souvent Ouais. qu'il y a des successeurs de autre chose que des Les ultramarines. ultramarines, effectivement. Donc de successeurs de la Ravengard qui sont pour le coup, comme tu disais, extrêmement militarisés, qui sont très pragmatiques dans le sens où c'est vraiment économie de moyens autant que possible. Il faut pas de guerre d'attrition. Pas d'attrition, pas de croisade. gaspillage de munitions, pas de gaspillage de ressources. Ouais. Ils mobilisent juste le nombre Mhm. de troupes qu'ils pensent qui est nécessaire à réaliser une mission. Ils sont souvent d'ailleurs, c'est pour ça qu'on les voit souvent déployés en très petit nombre et pas du tout en grande compagnie ou en chapitre, etc. Et ils sont bien sûr réputés comme étant parmi les meilleurs snipers des chapitres Space Marine loyalistes. Donc attention à votre tête. Et ils sont axés, là encore comme la Ravengard, forcément sur l'infiltration et Furtivité, la furtivité, le commando, le sabotage et toutes ces choses que tu adores. Oui, tout à fait, j'adore tout ça. Qu'en est-il des Fire Angels? Alors, les Fire Angels, un successeur des Ultramarines. Ah, tiens donc. Alors, les Fire Angels, ils ont un lore qui est assez cool, puisque du coup, ils ont un... Alors, je ne sais plus le nom de leur monde chapitral, mais en gros, sur leur monde chapitral, pour recruter les novices, ils organisent des tournois de chevaliers. D'accord. Et du coup, si vous connaissez la BD Tête de chien de notre cher Ronan Toulotte et Vincent Goujas, On salue. c'est pareil, c'est-à-dire qu'il y a des grands tournois de chevaliers, parce que c'est des mondes un peu féodaux, Ouais. et du coup, des novices se battent dans des tournois, et les vainqueurs des tournois sont recrutés par les frères pour rejoindre Le chapitre. le chapitre. Et en parallèle de ça, c'est un chapitre qui est extrêmement dévot de l'Église impériale, ils dépendent directement de l'ecclésiarchie, et ils ont... Ce qui est là aussi est assez rare pour un chapitre Space Marine Exact. d'être assez proche du culte impérial. Quoi. Et du coup, c'est pas rare qu'il y ait par exemple des prêtres du Ministorum qui assistent notamment au tournoi et qui supervisent un petit peu tout ce qui se passe dans le chapitre. Ok. D'ailleurs, c'est assez marrant parce que je savais pas qu'ils étaient descendants des Ultramarines, mais du coup, un chapitre qui s'appelle Angels et qui est ni Dark Angel ni Blood Angel, c'est quand même rigolo. Et bien sûr, tout ce petit monde est mené par un des chapitres que tu aimes beaucoup parce que j'ai dit en intro que tu faisais des Howling Griffons, mais il fut un temps où tu faisais des Red Scorpions. Tout à fait. À croire que l'idée de Badam nous trotte dans la tête tous les deux depuis un moment. Alors, qu'en est-il des Red Scorpions? Alors, les Red Scorpions, déjà, c'est parce qu'ils ont un schéma de couleur à peu près trop stylé, qui est gris, noir et jaune, et surtout parce qu'ils avaient des kits qui étaient trop bien. Oui. Mais du coup, les Red Scorpions, alors, c'est un chapitre avec qui dépend on ne connaît pas le successeur et fondation inconnue. Donc, comme les Astral Claws, très flou à ce niveau-là. Même aujourd'hui, ça n'a pas forcément été retcon. Pas canonique du tout. Ils n'ont pas été canonisés sous tel ou tel chapitre. Et alors, chapitre problématique. Car Pourquoi? les Red Scorpions sont des gros racistes. C'est-à-dire qu'en fait, ils croient que la seule pureté qui existe, c'est la pureté de l'empereur. Que tout ce qui n'est pas descendant direct de l'empereur, c'est impur. Et donc doit être éliminé ou, au mieux, contenu, voire mis dans des camps, dans un autre endroit. D'accord. Donc tout ce qui est abhumain, mutant, tout ça, c'est niet. pas possible. C'est niet. Tes rattlings, tu les enlèves. Voilà. Et du coup, ils sont obsédés par ça. Ils sont obsédés par la pureté génétique, et notamment de leur propre chapitre. Ouais, ils se testent mieux. Ils se testent tout le temps. Ouais. C'est le chapitre qui a le plus grand nombre d'apothicaires de quasiment tous les chapitres Space Marine.
parce que en fait ils font des tests de pureté souvent, et si un frère de bataille est jugé comme impur, il est exécuté. Donc c'est vraiment c'est des ordres. turbo race là. Aujourd'hui il serait considéré, enfin Gulliman, je pense pourrais les considérer comme hérétiques. Dangereux. Mais voilà, chapitre... Jusqu'à ce qu'il découvre qu'en fait il descend des ultramarines. C'est ça. Et bien sûr, du coup, ils respectent le codex à la lettre, puisqu'ils estiment que ça Gulliman, fait partie, Gulliman, ça fait partie des écrits un peu saints, donc c'est pur, donc ça marche. Ok, intéressant. Et effectivement, chapitre avec un schéma de couleurs assez... tu dis stylé, je dirais assez inhabituel, mais beaucoup des chapitres de la guerre de Badab, je sais pas l'œuf, la poule, mais en fait, comme je disais tout à l'heure, il y a beaucoup de chapitres plus militarisés, soit des couleurs unies comme les Raptors qui sont vert camo, les Red Scorpions sont gris, mais plutôt en gris un peu urbain. Et c'est vrai qu'il y a pas mal de chapitres comme ça, ce qui fonctionne assez bien. Après, souvent, leurs schémas ont été un petit peu changés du coup entre l'article White Dwarf que je citais et bien sûr Imperial Armor. Donc voilà que l'Imperium est doté d'une sacrée force désormais, et du coup les Marines errantes et les Firehawks se disent on n'a plus besoin de nous, on se barre parce que cette situation pue un peu la merde. Mais avant de partir, les Firehawks ont un petit cadeau pour les Mantis Warriors, puisqu'ils vont utiliser leur flotte pour bombarder Sacristan, qui est un monde qui est sous la protection des Mantis Warriors, en représailles de ce qui s'est passé depuis le début de la guerre, et donc ils vont génocider 90% de la population, ce faisant. Des mecs sympas, les Firehawks. Donc voilà, mais juste de manière totalement gratos, parce que c'est même pas... c'est pas comme si c'était le monde de recrutement des Mantis Warriors, etc. C'est juste, il est sous leur protection, donc les pauvres mecs se font raser la gueule à cause de ça. Et donc, la guerre va prendre une nouvelle dimension, parce qu'il y a des larges batailles spatiales, des batailles terrestres qui impliquent des Space Marines, mais aussi la Légion du Tyran. Donc, ce qu'on va appeler la Légion du Tyran, c'est pas une légion titanique, c'est tout simplement la garde impériale qui est levée par Huron, et qui en fait est entraînée et va se battre aux côtés des Astral Claws. C'est assez intéressant dans les livres Imperial Armor. D'ailleurs, petit pro-tip, si vous avez un compte Warhammer Vault, il y a tout le lore de la guerre de Badab volume 1 et 2 en anglais. Et retiré du côté jeu. Mais du coup, à l'époque, on pouvait jouer une force garde impériale qui mélangeait du coup la Légion du Tyran et quelques unités Astral Claws. Et la Légion du Tyran, c'est des mecs qui sont potentiellement entraînés ou habitués à se battre à côté des Space Marines, donc ils sont quand même plutôt vénères, c'est des gros hardos. Donc un petit peu dangereux, ces PDF qui vont être force de défense planétaire, donc c'est pas des fichiers numériques, mais qui sont du coup reformés et fidèles à Huron, du coup, ultra fidèles, un peu, encore une fois, à la manière des légions romaines qui étaient fidèles à leur commandant, quoi. Tu voulais dire un truc ? Je voulais dire que en vrai, on n'a pas du tout présenté Huron en lui-même. Ouais. Et du coup, on peut juste faire un petit laïus rapide sur Vas-y, carrément. Ou Luft Huron, parce qu'il a un prénom impossible à... Très Warhammer dans l'esprit. Voilà. Qui du coup, à l'époque de la guerre de Badab, a donc été nommé maître de chapitre des Astral Claws, et qui... Gros clin d'œil à l'hérésie d'Horus quand même et à Horus, parce que son équipement est complètement over the top, puisque donc il est dans une armure Terminator avec une griffe éclair, une griffe énergétique et un lance-flamme énorme incrusté dans la griffe. Ouais. Ou sur la griffe. Sur la griffe à l'époque, oui, quand il est en armure Terminator, c'était pas encore très... voilà. Alors c'est de l'autre côté, je sais plus, mais il y a un truc un peu bizarre. Il a une... Et puis bien sûr, on le présente comme plus imposant, plus grand qu'un Space Marine normal, et même qu'un maître de chapitre normal, plus charismatique, plus ci, plus ça. Ouais. Et voilà. Il y a quand même le côté leader promis à un grand destin, effectivement, qu'on retrouve chez beaucoup de traîtres Space Marine, figurez-vous. Et effectivement, donc, il a toute sa légion, il a son chapitre Space Marine, et du coup, ça part en couille, hein, cette histoire, ça va se bagarrer. Mais étrangement, Huron, qui justement, vu que Raph l'a présenté, elle nous a dit un peu plus sur ses qualités aussi de leader et de quelque part un peu d'homme politique, j'ai envie de dire presque, voit la situation s'embraser et se dit c'est pas bon pour mon secteur, c'est pas bon pour l'Imperium. Donc c'est lui qui va demander un cessez-le-feu. Et du coup, il va décider de rejoindre un certain nombre de chapitres Space Marine, enfin en tout cas qui envoient leur commandant sur une station spatiale qui est dans un secteur qui restait neutre autour de Badab. Et donc du coup, ils sont censés se rassembler, mais la station elle va être attaquée par des vaisseaux d'origine inconnue. Comme par hasard. Donc ça c'est un point de lore qui du coup est jamais vraiment élucidé.
a raison, parce que ça va encore une fois propulser la guerre dans une nouvelle dimension. Mais donc du coup, chaque camp va blâmer l'autre. C'est-à-dire Euron dit on a tenté de m'assassiner alors que moi j'essaye de faire en sorte que la situation aille mieux. Après, on pourrait tout à fait imaginer que du coup il se donne le bon rôle, c'est-à-dire il demande la négociation. Donc du coup, ça pourrait être ça, ou ça pourrait être l'Inquisition, qui du coup n'a prévenu aucun des chapitres Space Marine impliqués et qui a décidé de faire le truc dans son coin. Ça peut être l'Imperium, ça peut être tout simplement les loyalistes qui ont voulu tendre un piège à Euron. Bon bref, il y a pas mal de choses qui peuvent arriver, et effectivement, vous vous en doutez, ça devient un petit peu le bordel. Et effectivement, les sécessionnistes qui sont derrière, on va les appeler comme ça, Euron, parce qu'ils sont pas encore renégats, ils vont blâmer soit les loyalistes ou l'Inquisition. Et par contre, les loyalistes vont blâmer les sécessionnistes parce que dans l'attaque de ces vaisseaux, ils vont perdre leur commandant. Et leur commandant, c'était un mec qui s'appelait Ortis des Red Scorpions. Donc là, ça part en couille. Et ça part aussi en couille parce que, comme Raph nous le disait tout à l'heure, les Red Scorpions, c'est pas des mecs c'est pas des mecs très stables. Et donc, du coup, ils disent, ok, on a perdu notre commandant, c'est pas grave, on va en trouver un autre. Et du coup, ce nouveau commandant, il s'appelle Karab Kuln. Karab Kuln, ouais. Là aussi, un bon nom très très Warhammer 40 000, qui remplace au pied levé son prédécesseur et qui, du coup, dit, ça va pas se passer comme ça. Maintenant, les sécessionnistes, peut-être un petit indice sur ce qui s'est vraiment passé, intensifient leur raid, se disent on va se la coller, donc allons-y. Et du coup, il y a pas mal de bagarres qui s'intensifient. Et donc, en réaction, encore une fois, l'Imperium va muscler son jeu. Et du coup, ils vont demander les renforts d'un certain nombre de chapitres Space Marine, dont les Howling Griffons de Raphaël. En fait, c'est le seul qui fait ce leur jeu. maître. Voilà. Les Nova Marines et les Sons of Medusa. Donc, 3 chapitres pour toi à présenter, Raphaël. 3 pour le prix d'un. Dis-nous tout. Et commence peut-être avec tes chouchous. C'est marrant parce que sur les 3 chapitres-là, il y en a 2 que j'ai peints et un que je rêve de peindre. Ok. Donc c'est rigolo. On va commencer avec les meilleurs, les plus beaux, les Howling Griffon. Mm-hmm. Donc les Howling Griffon, chapitre successeur des Ultramarines, chapitre en livret quarterisé rouge et jaune, que vous avez peut-être déjà vu sur une table de jeu près de chez vous. C'est un chapitre de chevaliers qui vivent dans un monde de forteresse féodale et qui ont un respect très cartésien du codex impérial, puisque ça a été fait par Gulliman, successeur des Ultramarines, tu connais. Et du coup, ils respectent tellement à la lettre le codex qu'ils promettent des serments, ils font des serments avant chaque combat, avant chaque bataille, en promettant qu'ils vont terrasser tel ennemi, abattre tel char, détruire telle forteresse, etc. Et ils ne s'arrêtent de combattre pas tant qu'ils n'ont pas réalisé en fait leur vœu. Donc soit ils meurent, soit ils réalisent leur vœu. Il n'y a pas d'alternative. En fait. Ouais. Et du coup, c'est pour ça qu'ils sont notamment dans leur fluff, ils ont une rancune farouche contre les Wordbearers. Bon, déjà parce qu'ils ont trahi les Ultramarines à Kals, et en plus parce que le maître de chapitre avait fait le vœu de tuer un prince démon des Wordbearers qui s'est échappé dans le Ward, donc il n'a pas pu réaliser son serment, et du coup, ils ont les nerfs. Ils ont vraiment les nerfs. Qu'en est-il des Nova Marines ? Les Nova Marines, autre chapitre dont j'ai pas un représentant. À l'époque où tu cherchais ton chapitre Space Marine. Exactement. Qui est également un successeur des Ultramarines. Et qui, comme les Marines errantes, est aussi en livrée blanche et bleue. En quarter, blanc et bleu. Donc c'est pas exactement pareil. Les Marines errantes, c'est moitié-moitié. C'est moitié-moitié. Mais du coup, ça aide pas à ne pas les confondre. Il y a au moins 4 chapitres successeurs des Ultramarines qui utilisent les blancs et bleus dans leur truc, c'est insupportable. White Consuls, N1. Et du coup, les Nova Marines, ils suivent le codex de Gulliman à la lettre. En fait, ils font toute leur vie chapitrale selon le codex. Et ils sont tellement... On est trop fans de Gulliman. Ouais, et alors attends, ils sont tellement fans de Gulliman que dans leur initiation, ils doivent faire un pèlerinage au sanctuaire du Primarque à MacCraig. Alors qu'ils sont pas du tout à MacCraig, ils sont loin. MacCraig, toi ? Macrage. Ouais, je sais pas. On s'en fout, on prononce comme on veut, ça n'existe pas. Mais voilà, en gros, pour terminer ton initiation, tu dois aller faire un pèlerinage au sanctuaire du Primarque et rendre hommage à Gulliman. Il faut bien tomber, parce que c'est quand même souvent attaqué. Hein. Et du coup, c'est un chapitre qui a été récemment mis à l'honneur dans la trilogie des Guerres de la Peste de Guy Howley,
Ah oui, on les voit sur certaines illustrations. Ouais, et en fait, ils apparaissent dans la même trilogie de bouquins. Ok. Et d'un même un des bouquins qui se passe du point de vue d'un mec des Nova Marines. Ok. Et pour terminer, les Sons of Medusa qui, bon aussi j'aime bien les Howling Griffons, mais du coup sont peut-être plus intéressants que les Nova Marines. Oui, les Sons of Medusa, chapitre que je kiffe énormément. Incroyable. Chapitre donc Vert armure fluo. verte fluo et casque blanc. Ouais. Successeur des Iron Heads. Là aussi rare. Première fois qu'on mentionne le chapitre. Et en fait, c'est marrant, c'est un chapitre successeur qui s'est lui-même, il s'est autoproclamé successeur. Oui. Parce qu'en fait, suite à la purge après l'hérésie d'Horus, au sein des Iron Hands, il y a ce qu'on appelle des conclaves. Et du coup, ces conclaves, ils ont été un peu plus ou moins en bisbille les uns avec les autres pour savoir qu'est-ce qu'ils devaient faire suite à la mort de leur primarque, à la réorganisation du chapitre. Et du coup, il y a eu ce qu'on appelait le schisme de Moirae, qui a en gros fait que plusieurs de ces conclaves se sont frités. Et le conclave qui représentait, donc le conclave de Médusa, qui représentait Sachant que Médusa, c'est le nom du monde chapitral des Iron Hands à l'origine. Et ben du coup, ce conclave-là a décidé de partir de son côté et de se renommer les Sons of Medusa. Et du coup, de devenir un chapitre à part entière. Donc voilà, ils ont fait sécession de leur propre chapitre pour devenir un autre chapitre. Ça a été d'abord pas trop apprécié par l'Imperium, mais vu qu'ils ont prouvé leurs compétences, ça a été ratifié, officialisé. Et ce qu'il faut savoir, c'est que si vous pensiez que les Iron Hands, ils sont obsédés par la Nification. je sais pas. Non, par le fait de devenir transhumain, quoi. Ouais. Les Sons of Medusa, c'est encore pire. C'est-à-dire que beaucoup des chapitres de la guerre de Badab, c'est un peu les mecs qui veulent se faire plus ultramarine qu'ultramarine, plus Iron Hands qu'Iron Hands. Plus White Scar que White Scar. Ouais. Mais du coup, les Sons of Medusa, s'ils pouvaient devenir des machines, ils le feraient en fait. C'est vraiment, la chair est faible, mais poussée à l'extrême, quoi. Et d'ailleurs, oui, dans ce schisme, en fait, qui part, si je dis pas de bêtises, si je me souviens bien de mon lore, c'est un schisme dans le Mechanicus à l'origine. Oui. Et qui reconnaît un autre dieu, ou je ne sais plus, enfin, il y a tout un merdier comme ça, et donc en fait, il y a un espèce de comment dirais-je, de schisme interne à l'Adeptus Mechanicus, et c'est les Sons of Medusa qui vont être le premier chapitre, et peut-être même le seul chapitre Space Marine, à dire non, mais nous on est d'accord avec eux, parce qu'il y a effectivement un dieu dans la machine, et on veut en être, tu vois. Et c'est super intéressant qu'ils soient restés loyalistes, et ça fait partie de mes chapitres préférés, parce que un peu comme les Mantis Warriors, qui pour le coup, eux, sont pas loyalistes, mais du coup j'aime bien les chapitres qui sont un peu chelous. Moi je trouve que les chapitres avec des secrets, avec un passé un peu trouble, je trouve ça souvent plus intéressant que les mecs qui veulent juste être les descendants fidèles de tel ou tel mec super stylé, quoi. Ouais, puis ils ont une identité très forte, et Ouais. du coup, ce genre de chapitre... Beaucoup d'assauts avec des véhicules, des choses comme ça. Et par exemple, ils utilisent beaucoup de tourelles mécanisées, beaucoup de chars. Ouais. Ils ont énormément de tech marine, enfin voilà, Ouais. c'est super cool. Effectivement, ils ont un truc un peu à part. Une armée sur une table de Sons of Medusa, ça a une gueule. J'y pense. Alors, du coup, sur chaque secteur, les deux camps s'affrontent pour reprendre des mondes, établir des têtes de pont. On va pas vous faire toutes les opérations. Les loyalistes commencent à relever la tête, mais l'arrivée des Executioners à fond dans le conflit. Pour l'instant, ils étaient là, mais bon, ils ont fait 2-3 trucs, ils ont saisi une flotte, mais ils n'étaient pas forcément hyper impliqués. Jusqu'à ce que Huron dise vous me devez une dette. Et là les Executioners, quand ils arrivent au milieu de tout ce bordel, et bien effectivement même si les loyalistes la relèvent la tête, il manque un petit peu de la perdre à grands coups de hache. Mais manque de peau, les plans des rebelles sont menacés par une WAG et la résurgence de corsaires du chaos, ce qui est un peu ironique, dans la région. D'ailleurs, le terme corsaire est beaucoup utilisé dans le lore de la guerre de Badab, ce qui est assez étrange, des corsaires du chaos. C'est pas forcément, d'habitude, on parle des corsaires Eldar, on parle des Red Corsaires qui sont des Space Marines du chaos. Je pense que c'est une sorte de teasing, en fait, pour expliquer pourquoi ensuite ils ont repris peut-être le terme de corsaire. Donc, effectivement, c'est le bordel pour les rebelles qui se disent, mince, on était en train de reprendre un petit peu l'ascendant, mais on doit gérer nos propres défenses, parce qu'effectivement, eux, ils ont tout un monde à défendre en plus de devoir gérer une guerre civile. Et c'est à ce moment précis qu'arrive un nouveau chapitre dans cette bataille. Et ce chapitre, c'est les Minotaurs qui rejoignent la partie du camp, dans le camp loyaliste, et qui vont libérer direct tout un secteur dès leur arrivée. C'est-à-dire, ils sont très forts, ils sont très bien organisés. Mais ce qui est assez rigolo, c'est que, et ça c'est encore une fois un truc qui rend ça limite, je trouve par moments plus intéressant que l'hérésie d'Horus, où c'est toujours est-ce que t'es avec moi ou est-ce que t'es contre moi. Là en fait ils savent qu'ils sont loyalistes, mais ils sont en mode par contre votre alliance avec les Red Scorpions, les machins et tout, bon, moi je vais juste faire mon truc, il y a un secteur à libérer là-bas,
Vas-y, j'ai assez de troupes pour y aller. Et en fait, du coup, ce qui est assez rigolo, c'est que les Minotaurs, ils mènent leur propre bataille. Ils écoutent pas la coalition loyaliste, mais plutôt les magistrats de l'Imperium directement, auxquels ils ont répondu. Et ça va pas simplifier les opérations, puisque du coup, ils se mettent à dos forcément les rebelles qui les explosent, mais aussi les loyalistes qui disent pourquoi vous nous écoutez pas et pourquoi vous menez pas les batailles que on veut mener. Alors, présente-nous les Minotaurs, Raphaël. Alors du coup, c'est pas du tout anodin que les Minotaurs soient déployés, puisque les Minotaurs, donc c'est un chapitre qui date de la 21e fondation, qui, vous le savez peut-être, est surnommée la fondation maudite, où quasiment tous les chapitres qui ont été créés pendant cette fondation sont soit devenus chaotiques, soit ont été détruits parce qu'ils présentaient des anomalies, soit ceux qui ont subsisté ont des particularités assez... assez chelou. Et les Minotaurs, intrigante. Du coup, sont des énormes brutasses. Comme les Red Scorpion, ils sont maxi xénophobes. Et pour la simple et bonne raison que, à l'époque de l'hérésie d'Horus, les Space Wolves, c'était un peu les Marines qu'on utilisait comme épée. Les exécutants. Voilà, c'était les exécutants de l'empereur. En fait, les Minotaurs, c'est ça, mais au 41e militaire. Ils ont été spécifiquement créés pour combattre d'autres Space Marines. En gros, c'est le chapitre qu'on a créé en se disant, le jour où, c'est ce chapitre-là qu'on dépêche pour aller cramer des mecs, quoi. Donc c'est des gros bourrins, ils sont extrêmement forts au corps à corps, ils sont extrêmement doués en duel, beaucoup se battent avec des lances et des boucliers. C'est un chapitre d'inspiration gréco-romaine, mais surtout grecque. Minotaur. Chapitre très cool avec une armure d'airain et bronze et des épaulières rouges. Le maître de chapitre a une armure Terminator avec un casque de hoplite et tout. Enfin, c'est vraiment trop classe. C'était une fille forgeante, justement. C'était une fille forgeante, tout à fait. Voilà, c'est... Ils avaient un petit King Terminator. Hein. Tous les maîtres de chapitre, ou presque de cette époque, C'est ont d'énormes armures Terminator. C'est très très stylé quand même, cette époque. Hein. Et donc, les Minotaurs, chapitre 2, gros bourrin, déployés exclusivement dans ce genre de conflit pour régler le problème assez rapidement, quoi. Ouais, complètement. Effectivement, ils font pas dans la dentelle. Et du coup, les rebelles vont se retrouver piégés et ils vont, ils s'en vont chercher des renforts là où ils peuvent, des armes oubliées au nord du secteur pour essayer d'inverser la tendance. Sauf que c'est un nouveau chapitre qui rejoint les rangs loyalistes. C'est décidément pas de chance. Et du coup, ce chapitre, c'est les exorcistes. Alors, les exorcistes, là on commence à arriver dans les chapitres... Là on est dans le deep lore. Ouais, en fait tu sens, et c'est un peu ce qu'on peut aussi un peu reprocher à la guerre de Badab, c'est ce truc de j'amasse toujours plus de chapitres, ça n'a aucun sens, et du coup on va commencer pour avoir un peu d'originalité. Ouais, c'est pas encore tous cités. Non. Mais en fait c'est ça le truc, c'est que pour avoir un peu d'originalité, on va commencer un peu dans la surenchère de trucs mystérieux, bourrins, machin. Et les exorcistes, c'est un très bon exemple, puisque lors de leur fondation, il est canonique, dans les dimensions du canon Warhammer, qu'il y aurait des gènes de Space Marine, de Légion Renégate, qui entrent en compte, et que du coup, on ne sait pas de quel chapitre ils sont successeurs, mais potentiellement pas une Légion loyaliste. C'est un chapitre qui présente énormément de psychers, et qui, beaucoup de frères de bataille, en fait, ont des pouvoirs psychiques latents. Et la particularité, c'est que, vu que c'est un chapitre trop edgy, trop dark, l'initiation de tout frère de bataille exorciste consiste à se faire posséder par un démon du Warp et résister à la possession. Cet événement, il se fait à la fin, quand t'es devenu scout, pour finaliser ton frère de bataille, tu dois te laisser posséder par un démon et tu dois le combattre dans ton esprit. T'as deux issues, soit tu triomphes et tu deviens un exorciste, soit tu es assisté par un inquisiteur lors de ce rituel et il te tire une balle dans la tête. Yes, c'est pas mal comme... C'est compliqué de trouver des aspirants exorcistes du coup. Et d'ailleurs, ce lien avec le démon fait aussi que, il me semble qu'une théorie populaire, c'est que c'est une tentative de chapitre successeur des Chevaliers Gris. Oui, et que en fait à la base ils avaient aussi été justement pensés comme un chapitre pour résister aux puissances du Warp et aux Psykers, justement parce que eux-mêmes sont des Psykers patentés. Mais du coup, je crois qu'effectivement, ils sont quand même une meilleure résistance de facto, parce qu'ils ont un entraînement pour ça. Tout à fait. Je sais plus ce qui vient en premier, l'œuf, la poule, là aussi, encore une fois, mais il me semble que ce test, il est inspiré de leur maître de chapitre qui a résisté à la possession d'un démon. Ou un truc comme d'un démon majeur. Ouais, un truc vénère. Bon, bref, encore une fois, pas d'étendre.
plutôt des mecs assez intenses. Très quand beau même. schéma de couleur aussi d'ailleurs. Rouge et métallique. Rouge et Gris. crème. Ah, crème, ouais. Et ils ont un crâne peint sur leur épaulette et souvent sur leur casque, ils ont un crâne peint. Ouais, et il n'y a pas limite la moitié d'une étoile à 8 branches, il n'y a pas un truc En un fait, peu bizarre. le crâne, il a des cornes fauchées. Ouais, c'est ça, ok. Oui, pardon, j'ai confondu peut-être avec un autre chapitre. Mais ouais, effectivement, voilà, les renforts de l'Imperium se suivent, mais ne se ressemblent pas, ou presque. Du coup, c'est le bordel. Ça fait plusieurs fois que je dis ça, mais là, c'est vraiment, vraiment le bordel. C'est le début d'une poussée phénoménale pour le camp loyaliste qui va va mettre vraiment en difficulté Huron et ses forces autour des secteurs de Badab et de l'Endymion Cluster. Donc pensant débarrasser de la menace à tout moment, parce que voilà, les loyalistes se disent bon allez c'est l'assaut final, il y a un certain nombre de chapitres qui vont quitter la guerre de Badab à ce moment-là. Là aussi c'est assez rigolo, c'est un peu comme si arrivé sur Terra, on sait un peu ce qui se passe factuellement dans le siège de Terra, mais il y a un certain nombre de légions qui s'en vont au bout d'un moment, et là c'est les chapitres Space Marine des Raptors, des Nova Marines et des Howling Griffons qui disent on a assez fait le couler de sang des copains, démerdez-vous avec ce qui reste, puisque de toute façon ça va tomber à tout moment. Officiellement c'est pour combattre une autre Wag Orc qui est hors du secteur, mais officieusement c'est parce que l'Imperium craint, en fait regarde un peu tout ça de loin et se rend compte que ces chapitres-là, ils ont peut-être pas l'agressivité nécessaire pour poursuivre l'opération et éliminer des frères Astartes jusqu'au bout. Et c'est ça qui est assez intéressant aussi, c'est qu'on met dans la balance cette idée-là. Le respect est tellement fort, et les chapitres Space Marine sont tellement peu nombreux et vivent tellement à part, il y a presque quelque chose d'assez humain là-dedans, tu vois, de caste un peu à... C'est un truc qu'on n'a pas dans les Résidorus parce qu'ils sont très nombreux, les Space Marine. Oui, et en plus c'était la force dominante à l'époque. Voilà, donc là c'est pas du tout le cas, et c'est assez intéressant du coup que l'Imperium se dise on peut pas non plus leur demander de faire un truc qu'ils veulent pas, donc on va juste leur dire, on va les diriger ailleurs et on va prendre les gros bourrins que tu nous as présentés, Raphaël. Et du coup c'est marrant parce que c'est presque comme si, je sais pas si le lore de tous ces chapitres a été développé aussi comme la guerre de Badab, tu vois, entre différents épisodes, parce qu'il me semble que certains on ne les connaissait quasiment pas avant qu'ils arrivent chez Forge World, mais je trouve ça rigolo qu'à la fin ne reste plus que les gros bourrins, parce que les autres sont en mode en fait votre histoire elle est un peu globalement elle craint un peu quoi. Ouais, ou alors ils ont frôlé le bord de l'extinction du chapitre et du coup c'est un peu... Il y a sans doute de ça aussi, parce que je pense que par rapport aux guerres qu'ils menaient, c'est vraiment une guerre de très très haute intensité. Du coup l'assaut va reprendre sur l'espace contrôlé par les Lamenters, qui vont être pris par surprise, tués ou capturés. Puis du coup sur la planète Engstrom, qui est un monde forge qui est resté neutre, il a continué à payer sa dette, sa dîme pendant le conflit. Donc contrairement au monde rattaché directement à Huron, ce monde alimente les sécessionnistes, et du coup l'Imperium se dit tiens, on n'a qu'à leur couper l'accès à ce monde-là et on va leur colligner dessus, et ça va provoquer un petit peu la colère du Mechanicus, qui va s'en prendre à un moment aux loyalistes. Donc ça c'est assez marrant aussi, c'est que là on est vraiment dans le côté un peu mini Hérésidorus, c'est-à-dire d'un coup le Mechanicus rentre dans l'histoire et va déployer des forces pour aller combattre les renforts Astartes, et du coup les loyalistes vont grignoter du terrain, mais les Astral Crows vont quand même pouvoir se réorganiser grâce à cette percée du Mechanicus. Par contre, ils ont de moins en moins d'alliés, et même les exécutionneurs dont on vous a parlé tout à l'heure, ils commencent à refuser de leur obéir, et ils se contentent de semer la discorde en fait dans les plans des loyalistes, c'est-à-dire justement, encore une fois, eux aussi, l'extinction d'un autre chapitre, ça leur plaît pas, donc ils font en sorte de mener la guerre sans infliger de lourdes pertes, et juste semer la discorde ça et là. Ça les empêche pas de mener des campagnes particulièrement brutales et de véritables carnages, comme d'autres d'ailleurs chapitres Space Marine, puisque par exemple les Sons of Medusa vont arriver au milieu de certaines planètes, rouler sur la gueule de tout le monde avec des tanks et laisser que des cadavres derrière eux. Et puisqu'on est dans le massacre, et dans la subtilité, il faut qu'on présente peut-être un chapitre. Tiens, moi aussi j'ai fait un peu d'un chapitre de la guerre de Badab, je m'en suis même pas rendu compte en préparant le podcast, c'est génial. Les Carcharodons qui rejoignent le clan Loyaliste. Qui sont les Carcharodons, appelés Space Shark dans la première version de la guerre de Badab, et qui apparaissent, je crois, dès Rogue Trader, le bouquin en fait. Et qui est encore un autre chapitre plein de subtilité, de raffinement. Ah, bien sûr, Space Shark. Voilà. Donc les Carcharodons, là encore, comme les exorcistes, on ne connaît pas la date de leur fondation exacte. On suppose qu'il y aurait des petits gènes de potentiellement World Eater dans leur création.
puisque ce sont... Fan théorie développée à droite à gauche. Voilà, l'autre fan théorie, c'est que c'est des gènes d'un des deux primarques disparus. Dans tous les cas, c'est très très mystérieux tout ça. Mais c'est des gros bourrins qui sont donc dans une armure grise et noire. Et qui sont inspirés du folklore néo-zélandais, surtout, maori. Donc le requin, leur iconographie de chapitre, et toute la culture tribale, les tatouages tribaux des Maoris. Et du coup, c'est des guerriers hyper énervés au corps à corps, qui se battent quasiment que au corps à corps. Ils privilégient avant tout le frontal, ils font très peu usage du tir. Leur maître de chapitre, Tiberios, est une espèce de Red Wake. C'est une espèce d'énorme bourrin dans une armure Terminator avec deux points de tronçonneur. Parce que pourquoi pas. Et ils ont des armures dont les casques ressemblent un petit peu à des têtes de requins en fait. Ils sont un peu profilés comme ça. Du coup, ils ont dans leur pareil dans leurs initiations en tant que frères de bataille, il y a tout un tas de rites tribaux, de tatouages et de personnification de leurs armures qui rentrent en ligne de compte avec des motifs en fait qui rappellent la faune marine. Et du coup, c'est encore une fois un chapitre tout en subtilité et en finesse, puisque leur spécialité c'est d'aller tout droit et de cramer tout ce qu'ils trouvent. Et bien sûr, ils respectent quasiment pas les civils et quasiment pas les autres Space Marines. Ouais, et du coup, en fait, malgré les théories de fans qui continuent de se multiplier autour des Carcharodon, parce que ça a toujours été un chapitre un peu populaire finalement, en tout cas depuis l'arrivée de ces suppléments-là de la guerre de Badab, le lore officiel laisse plutôt entendre que ce sont des successeurs des Ravengard, mais pas de n'importe quel Ravengard, mais des Ashen-Claws, qui est un... Je vous la fais très vite, il y a du lore de ouf là-dessus sur l'Horus Heresy. En fait, c'est une sorte de compagnie qui va vouloir rester neutre lors de l'hérésie d'Horus, et qui du coup va, bien avant que le conflit prenne l'ampleur qu'on lui connaît, se séparer du reste du chapitre, un peu comme il y a certains White Scars qui n'ont pas suivi le canon dans le côté loyaliste, etc. Donc là, ça fait partie du côté un peu plus deep lore qu'on a dans l'Horus Heresy depuis que, là aussi, avec Forge World et avec les jeux, les livres, etc., ont développé tout un tas de nuances, en fait, même au sein des légions loyalistes, en fait. Donc ça, c'est assez intéressant. Et effectivement, les Carcharodon, que je connais un petit peu parce que j'en ai peint 2-3, ils ont aussi un fonctionnement un peu très raid, façon, comment dirais-je, viking ou pirate. C'est vraiment la métaphore d'un raid qu'on mènerait depuis la mer, sauf que là, c'est depuis l'espace. C'est un chapitre qu'on ne sait jamais vraiment où ils sont. Et d'un coup, ils arrivent et ils ont deux formes de raid. Il y en a un, c'est pour choper du matériel parce qu'ils ont du mal à s'alimenter en matos. Et l'autre, c'est pour choper des recrues. Donc en fait, ils peuvent arriver et faire des rapts gigantesques, choper des enfants et en faire des Carcharodon, ou voler du matériel à l'Adeptus Mechanicus, voire même à d'autres chapitres Space Marine. Et c'est d'ailleurs pour ça que beaucoup des représentations des Carcharodon, c'est avec des vieilles armures et des vieux modèles d'armures. Bon, maintenant il y a de la primarisation un peu partout dans ces chapitres, donc on les voit plus forcément comme on les voyait aujourd'hui, mais c'est assez marrant de voir comment les esthétiques évoluent, et notamment, comme tu disais, tout le côté, toute la culture des peuples des îles, c'est super intéressant, tu vois, en fait, ça change un petit peu de ce qu'on a l'habitude de voir pour les Space Marines classiques, très souvent chevaliers et compagnie. Donc du coup, une fois qu'ils arrivent, tels des requins au milieu d'une mare pleine de sang, ça continue, les massacres, ça s'enchaîne. Et du coup, les Mantis Warriors, ils sont quasiment annihilés. Et du coup, les techniques qui sont employées vont enrager les Fire Angels, qui se retirent du conflit, pensant effectivement que la guerre qui est nommée, qui est menée autour de Badab, finalement ne ressemble plus à rien. Donc ils se barrent. Donc il y a des chapitres aussi qui viennent et qui disent on est méga purs, c'est nous les meilleurs. Et en fait après ils voient des potes se taper dessus et ça les dégoûte quelque part. Et on les comprend. Ouais, puis ils ont, en fait, ce qu'il faut se garder à l'esprit, c'est que tous ces chapitres là qui sont mobilisés, ils ont aussi des choses à régler de leur côté chacun, en fait. En plus de la guerre de Badab, ils étaient potentiellement déjà en croisade, en mission, en recrutement, que sais-je, en récolte de dîmes. Suspicion de l'Inquisition, voilà. Ils ont tous des passés un peu étranges. Et du coup, en fait, la guerre, ça vient s'ajouter à tout ça, et donc il y en a beaucoup qui au bout d'un moment se disent mais en fait on peut pas mener la guerre de Badab
de front, alors qu'on a encore plein d'autres trucs à faire en fait. Ouais, et c'est assez intéressant de voir toutes ces motivations rentrer en ligne de mire, et ça change un petit peu de ce qu'on a l'habitude de voir, c'est-à-dire oh non, c'est l'ennemi suprême, c'est le chaos, et moi je suis le mec un peu pur, un peu gentil. Bon, on s'avance un petit peu sur la dernière partie de ce podcast, mais c'est vrai que c'est bien, ça change un petit peu. En tout cas, j'espère que ça vous plaît, puisque on n'en a pas encore fini. Il faut qu'on termine sur la dernière phase de la guerre de Badab, qui est l'invasion du secteur de Badab lui-même. Du coup, les Carcharodons, ils vont diviser leur flotte pour renforcer les Minotaurs et les Red Scorpions. Ensuite, sur place, les Salamanders vont découvrir que les Astral Claws, en fait, ils volent le patrimoine génétique de tous les belligérants, alliés comme ennemis, pour survivre. Parce qu'effectivement, mener cette guerre leur a beaucoup coûté. Donc ils ont une sorte d'apothicaire, je ne sais plus comment on les appelle, les corps quelque chose. Et en fait, ouais, ils récupèrent les corps des Space Marines et ils essayent d'en faire de nouveaux Space Marines qui commencent déjà à un peu être borderline hérétique slash vraiment vraiment chelou. Ce qui est assez intéressant d'ailleurs, on l'a pas trop dit, mais c'est que depuis le début de ce conflit, les Astral Claws, en fait, ils ont absorbé les Tiger Claws, qui sont redevenus des Astral Claws, et il y a une suspicion de l'Inquisition comme quoi les Astral Claws ne respectent pas tant le codex, en tout cas sur la taille, et qu'en fait pour Huron, cette clause là elle est complètement débile. Si j'ai les moyens de faire 3000 Space Marines et pas 1000, pourquoi je devrais m'emmerder à en avoir que 1000? Et donc en fait c'est un chapitre qui est très peuplé, très effectivement populeux est un meilleur terme. Et donc effectivement, par contre, la guerre se déroulant pas très bien pour eux, il faut qu'ils trouvent du patrimoine génétique là où ils peuvent. Et du coup, les Salamanders s'avancent dans le monde de Badab, mais ils sont interceptés par les Astral Claws et les Executioners. Donc, les Salamanders étant peut-être les plus raisonnables des Space Marines, ils choisissent de se rendre. C'est ça. Donc les trois chapitres se retrouvent, mais les Astral Claws profitent des pourparlers pour tenter de dérober le patrimoine génétique des Salamanders qui ont été blessés pendant les combats. Et donc c'est le clou dans le cercueil de l'alliance entre les Astral Claws et les Executioners, parce que là ils pensent qu'on a touché le fond, qu'on a des pratiques qui sont d'un autre âge et qui sont déshonorables, je ne sais pas comment on va dire. Pas très Catholiques, pas très impériales. Et donc du coup ça les met en rage et eux ils quittent à nouveau, à leur tour, le conflit. Et là, ça y est, les Astral Claws, du coup, ont perdu un peu leurs derniers alliés, parce que soit les autres sont déjà partis, ou soit ils sont exterminés, ou presque. C'est donc le cas des Mantis Warriors. Et du coup, ils se retrouvent seuls, et Huron devient instable. Les symboles de l'Imperium dans le secteur sont détruits, le secteur de Badab devient réellement renégat, l'avenir s'avère un petit peu compliqué, mais l'envahir reste cependant difficile, puisque Huron a renforcé tout son secteur. Donc les renégats se défendent vaillamment, notamment sur Peraeus, qui est une autre planète, mais ils vont perdre leur flotte autour de cette planète. Ce qui va vraiment, c'est leur fort. Ils peuvent plus fuir, ils peuvent plus contre-attaquer, ils sont bloqués sur la planète. Et donc certains Astral Claws d'ailleurs finissent par abandonner le tyran à son sort. Et ce qui reste du chapitre va se concentrer vraiment sur Badab en attendant la bataille finale. Mais l'Imperium reste toujours sur ses gardes, parce que l'Adaptus Mechanicus, il est toujours échaudé, donc il a encore besoin de renforts. Et il reçoit des renforts en la présence des Star Phantoms. Les Star Phantoms, qui sont-ils, mon cher Raphaël ? Alors c'est le dernier chapitre, je crois, normalement, dont on va parler. Il me semble. Voilà. Ça fait beaucoup de chapitres. Hein. Ça fait beaucoup, ouais. Ça fait beaucoup. On aurait pu appeler ce podcast aussi présentation de certains chapitres successeurs. C'est ça. Donc les Star Phantoms, fondation inconnue, suspicion de patrimoine génétique bizarre, vous commencez à connaître un peu Il y a un pattern. Le deal. Et c'est un chapitre qui, alors on a vu le chapitre auparavant qui avait été créé pour être en croisade perpétuelle, on a vu le chapitre qui a été créé pour combattre les autres Space Marines, et là les Star Phantoms, c'est le chapitre qui a été créé pour combattre les Xenos. Donc il a été créé spécifiquement pour lutter contre les flottes russes tyrannides, contre les Wag Orcs, etc. etc. Et ce sont des adorateurs de la mort. Donc si vous avez vu 28 ans plus tard, c'est Ralph Fiennes. Ça va, il est relativement ok finalement. Non, en fait, ils ont un culte de la mort, et en fait ils préfèrent même la mort aux vivants. Donc tout ce qui peut accélérer la mort, enfin se rapprocher de la mort, ils kiffent. Donc ils ont aucun mal à tuer des civils et à faire d'énormes dommages collatéraux quand ils se battent, parce que ils estiment qu'ils les libèrent en fait. Ils leur accordent la mort, donc c'est vachement bien. C'est eux dont le symbole chapitral est un sablier, avec deux crânes. Ouais, tout à fait. Et en plus de ça, du coup, c'est un chapitre qui est hyper isolationniste, puisqu'en fait, vu qu'il a été créé pour combattre les Xenos, ils ont
quasiment pas de contact avec d'autres chapitres Space Marine. Mhm. Donc en fait là, le fait qu'ils soient envoyés dans la guerre de Badab, c'est vraiment symptomatique de l'Imperium. Ils sont au bout de leur vie et ils envoient tout ce qu'ils ont de chapitres les plus dérangés, qui sont loyalistes par tu ne sais pas quels moyens ils sont loyalistes, mais voilà, c'est vraiment les derniers recours, quoi. Ok, donc quand on voit leur armure blanche et noire arriver, on se dit qu'effectivement ils ont fait un peu le fond de tiroir l'Imperium là. Ouais, bah globalement avec Minotaur, Scar-Charodon et Star Phantom, t'as les 3 chapitres Et pas les plus fréquentables. du plaisir, quoi. Effectivement. Donc du coup, eh bien, les Star Phantoms renforcent le camp impérial et les Firehawks, ces petites saloperies, reviennent parce qu'ils sentent que la guerre va se terminer et donc ils viennent avec leur flotte faire le siège de tout le secteur. Histoire de dire, c'est nous qu'on avait raison. Du coup, on traque les Executioners qui essaient de quitter le système, mais les Salamanders à nouveau interviennent et disent nous on s'est rendu, ils nous ont pas tués, ils ont même arrêté leur alliance avec nos amis, pas nos amis, nos ennemis des Astral Claws, donc on devrait leur laisser le droit de partir. Et donc les Salamanders s'interposent entre les Executioners et la coalition pour négocier une trêve en leur nom. Et du coup, le secteur de Badab, vraiment ça y est là cette fois, il est tombé, il ne reste que la planète elle-même, et donc c'est la guerre de Badab, la planète, qui commence. Du coup on attaque la forteresse monastère des Astral Claws, qui est en orbite, elle s'appelle The High Guard, donc c'est assez marrant, c'est que leur forteresse monastère, c'est une station spatiale, comme d'autres d'ailleurs, mais c'est rigolo qu'elles soient en orbite du coup du monde, et du coup les Carcharodons envahissent les ruches, les cités ruches, pardon, et les Star Phantoms, eux, vont faire le siège du palais des Ronces, donc le quartier général du tyran de Badab. Et les Carcharodons, ils font sauter la ville, un paquet de villes, en surchargeant les générateurs. Ça va créer une espèce de réaction en chaîne terrible, je simplifie, mais qui va permettre en fait l'entrée des forces impériales dans le palais qui était protégé par un espèce de bouclier Champ, en fait, ouais. de champ effectivement magnétique, je sais pas trop comment dire. Et un truc comme on en a souvent, le Deus Ex de beaucoup de bagarres dans l'univers de Warhammer 40 000. Oh là c'était la cité la mieux défendue et avec un générateur incroyable. Et en fait, si on fait péter le générateur, on peut envahir la ville. Donc c'est un peu ça qui se passe. J'ai toujours imaginé ça pour ceux qui ont vu, ça me fait toujours penser à la première série Clone Wars, quand à un moment les clones font le siège d'une ville séparatiste qui est protégée par un dôme qui est impénétrable, et en fait ils passent par les égouts, ils font surcharger le je sais plus quoi, ou ils font péter un truc, et d'un coup tout le monde se précipite à l'intérieur, et là c'est le vrai bordel. Et du coup il y a une bonne bagarre, du coup en mode guerre urbaine dans le palais des Ronces, qui est quand même un édifice assez puissant et très, très bien défendu, dans lequel du coup vont s'affronter Huron et le capitaine Androclis, qui je crois vient des Star Phantoms. Ouais. Et du coup il va réussir à le blesser, mais le tyran va échapper en fait au courroux impérial, va se retirer avec une petite force d'Astral Claws. Je sais toujours pas trop comment ils ont réussi à fuir la planète, mais ils ont réussi à fuir, et ils vont partir un peu à la manière des Légions Renégates directement dans la faille Warp, donc dans le Maelstrom, et on les retrouvera quelques années plus tard. Voilà pour la guerre de Badab en version simplifiée, même si j'ai l'impression que ça fait déjà au moins une bonne heure qu'on parle. Quelles sont les conséquences de cette guerre, mon cher Raphaël ? Déjà, sur la manière dont Huron a réussi à s'enfuir, pas mal de théories, c'est que en fait déjà là il se prend un gros coup de fuseur, ouais, je l'ai pas dit, mais et ça endommage une grosse partie de son corps. Ouais. Son corps. Et en fait pas mal de gens pensent que en fait c'est à ce moment-là déjà qu'il a conclu un pacte avec le chaos, en mode sauvez-moi, et je vais aller dans le Maelstrom avec ce qui me reste de soldats, et je vais je vais faire la guerre pour vous, quoi. Ce qui serait assez logique au final. Oui, ça se tient, ça se tient. Et donc du coup les conséquences de cette guerre, c'est que bien sûr les Astral Claws sont excommunicatés traitoris, comme on dit dans le langage de l'Inquisition. C'est finito. C'est ciao. C'est ciao. Et donc ils sont déclarés traîtres. Ils se rebaptisent eux-mêmes les Red Corsaires. Oui, voilà. Dans le Warp, donc. Dans le Warp. Et ils peignent leur armure noire et rouge pour casser l'iconographie bleue et argent du coup des Astral Claws. Et tous les chapitres qui ont suivi
Huron, dans sa folie, sont condamnés à diverses pénitences. Donc j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure, mais donc des chapitres ont été envoyés en croisade avec par exemple les Black Templars, des chapitres ont été confiés aux Salamanders pour faire pénitence, Supervision, ouais. des chapitres ont été envoyés comme les Mantis Warriors sur des mondes particulièrement hostiles aussi pour voilà, faire un petit peu pénitence. Des chapitres ont été rapatriés sur Terra sous la supervision de l'Inquisition pour savoir s'il n'y avait pas eu des séquelles chaotiques sur eux et s'il n'y avait plus d'éléments dissidents dans le chapitre. Donc voilà, et puis bien sûr tous ces chapitres renégats, en gros ils sont dépossédés de leur monde chapitraux et de leur possession. De leur possession, de leur domaine, puisqu'on est toujours dans ce lien un peu féodal des Space Marines qui veillent sur un certain nombre de mondes ou qui ont une flotte ou peu importe. Du coup, effectivement, ils sont privés de leurs moyens, de leurs ressources et ils doivent faire des croisades de pénitence de zinzin pendant plusieurs centaines d'années. Ils avaient qu'à choisir le bon camp, comme disait l'autre. Voilà un petit peu pour la guerre de Badab. Du coup, on pourrait s'intéresser dans un futur épisode aux Red Corsair, qu'est-ce qu'ils sont devenus, comment on les retrouve, notamment par exemple dans la trilogie Nightlord de Harold Debski-Boden, par exemple. Mais ça, ce sera pour plus tard. Je voulais qu'on termine plutôt avec une sorte de petite prise de recul et qu'on se demande finalement pourquoi ça méritait un épisode, pourquoi ça nous passionne cette guerre de Badab. Et je voulais savoir pour toi, Raphaël, qu'est-ce qui t'a fait plonger là-dedans, qu'est-ce qui t'a fait aimer finalement ce conflit-là par rapport à d'autres. En fait, moi, ce que j'aime bien, c'est vraiment l'occasion qu'a fait le Larron pour Games, je trouve, dans le sens où ils auraient encore pu impliquer les chapitres de l'hérésie d'Horus, les chapitres principaux entre guillemets, ils auraient pu dans la lignée en fait de l'hérésie dire c'est de nouveau c'est un genre d'autres hérésies avec les mêmes chapitres et juste inverser par exemple dire cette fois-ci c'est les Imperial Fist qui rejoignent le camp des traîtres par exemple, tu vois. Mais non, en fait plutôt que de prendre cette voie-là, ils se sont dit est-ce qu'on ferait pas ça dans un secteur très éloigné de la galaxie et on met à balle de chapitres successeurs avec une iconographie forte, avec des aspects très caricaturaux, très archétypaux. Très maximaliste, voilà. Très Warhammer 40. Et puis surtout, on se fait plaisir parce qu'on en rajoute toujours plus. Et du coup, c'est ça que je trouve super cool, cette variété en fait de chapitres Space Marine et le côté très un peu plus gris en fait. Que les Résidorus. En fait, il n'y a pas le chaos jusqu'à la fin, quoi. En fait, c'est pas c'est pas le grand méchant, il devient méchant à cause du chaos, c'est vraiment, il est dans sa vision du truc. À la base, il se bat pour une cause juste, et en fait, il a pas reçu l'honneur qui lui est dû, et du coup, il fait sa crise de rébellion. C'est très proche du film Rock de Michael Bay, avec les soldats qui n'ont pas été reversés. C'est le général Hummel. C'est le général Hummel, en fait. En fait, Luke Kuro, c'est le général. Il y a un petit peu de ça, effectivement, ouais. C'est trahi par leur Sauf patrie. qu'à la fin, il n'y a pas de revirement où il voudrait aller du côté impérial. Mais ouais, effectivement, je pense que la nuance s'exprime vraiment beaucoup dans cette guerre de Badab. On a dû la simplifier pour les besoins du podcast, mais je pense que vous avez saisi un petit peu toutes les dimensions d'honneur, les obligations un peu économiques, martiales, en fait, des chapitres Space Marine, ce qu'ils représentent aussi pour l'Imperium au sens plus large. Et je trouve que ça, c'est vraiment très intéressant. Et c'est un truc qui n'est pas exploré exactement, je dirais pas que c'est supérieur à l'hérésie d'Horus, mais du coup c'est une vision plus peut-être moins manichéenne des choses. Le côté un peu aussi centré sur un seul secteur et qui embrasse pas forcément toute la galaxie est assez intéressant, parce que pendant un moment ils s'en foutent, puis il y a des chapitres qui partent, puis il y en a d'autres qui reviennent, et je trouve que c'est assez intéressant ce côté un peu va-et-vient. Je sais pas ce que t'en penses. Ouais, c'est assez intéressant, et le côté très disparate très éclaté en fait, c'est assez intéressant, et comme tu le disais, ça rejoint aussi ce truc très tactique militaire, très la guerre Sun Tzu, c'est presque en mode alors les chapitres ils fonctionnent comme ci comme ça, et là ils font telle opération sur telle zone. Ça traite le truc de manière plus sérieuse que d'habitude, aussi parce que c'était des très gros bouquins, et encore une fois c'est dispo sur le Vault si vous voulez aller checker en anglais. De toute façon ils sont jamais sortis qu'en anglais, mais du coup effectivement c'était des putains de pavasses, de toute façon c'est comme le siège de Vrax et tout, c'est hyper détaillé. Dans des opérations militaires vous pouvez rejouer des trucs de complètement fous. Alors c'est vrai qu'ils avaient la surface, mais je pense que c'est ça des fois qui manque, notamment au lore un peu moderne. Alors ils ont moins de place dans les codex, il y a des suppléments de croisade qui sont quand même ont tendance à être un peu plus touffus, mais parfois il y a le côté un peu
je sais pas si ça prend vraiment tant que ça le truc au sérieux, tu vois, c'est toujours un peu ah, il s'est passé ci, il s'est passé ça, on a ouvert un portail warp et d'un coup sont sortis 88 démons, tu vois, Ouais. buveurs de sang et du coup en gros il est de retour. Enfin, je dis ça parce que ma question d'après c'était un peu enchaîné sur qu'est-ce que selon toi on pourrait récupérer aujourd'hui dans le Warhammer 40 000, on va dire moderne, V10 et vers le futur. De quoi en fait pourrait s'inspirer tout ce Warhammer 40 000 là, Games de manière générale, en regardant la guerre de Bada, parce que moi je trouve que je sais pas trop, je dirais pas que le lore c'est spécifiquement devenu nul. J'ai l'impression qu'il s'appauvrit en quantité et aussi en qualité à force de trop jouer des rematchs. Si tu regardes bien, beaucoup des trucs qu'on a eu, ça pourrait mériter un épisode. On a souvent une idée d'épisode en faisant un épisode, je m'en excuse, mais c'est comme ça que l'inspiration vient. Qu'est-ce que vous voulez? Mais non, mais je repensais en préparant cet épisode que là récemment on a un supplément Crusade sur Armageddon. Ouais. C'est plus ou moins la 4e guerre sur Armageddon, tu vois. Ouais, c'est ça. On a eu l'idée que Caliban revient, donc on rejoue un peu la destruction de Caliban. On sait que les Thousand Sons, à un moment, ils ont voulu remettre la planète des sorciers en face de Fenris et de la détruire. On rejoue un peu la fin de Prospero, tu vois. Bah, on a eu Mortarion qui a mis la planète de la peste près du C'est le secteur de Macrage, tu vois, donc c'est la guerre contre les tyrannides. Et là, on est de nouveau avec Léviathan qui revient, tu vois. Il y a un côté un peu Warhammer 40 000, comme beaucoup d'autres trucs d'œuvres un peu cross-média, transmédia, peu importe comment on le dit. Il y a vraiment un côté un peu nostalgique, des fois j'ai l'impression. Mais je suis pas sûr que la nostalgie paye autant pour Warhammer 40 000 parce que les gens qui n'ont pas connu les éditions précédentes, c'est pas un truc qu'ils peuvent rattraper en fait. Tu peux oui, pas ça leur expérimenter, tu vois, tu peux pas. Si t'étais pas là au Codex Armageddon, tu peux le toper, et ça peut t'inspirer. Mais c'était quand même, c'était inscrit dans une époque. Et donc je sais pas si rejouer ça a vraiment de l'intérêt. Et je ne comprends pas pourquoi Games se dit pas. Putain, en fait, c'est vrai qu'on pourrait faire un truc de la guerre de Badab avec l'Ultima Founding, enfin la fondation Ultima, avec tel ou tel chapitre qui sont un peu shady, mais dont on pourrait développer le lore le temps d'un supplément, le temps d'un arc en fait. Tu vois, pareil avec le retour du lion, tu vois, et de dire. Du lion, ouais. Ouais. Qu'est-ce qui se passe en fait par rapport à Gilliman, comment lui mène les opérations. Ouais. Est-ce que la vision des deux primarques. Ouais, c'est ça, pourrait s'affronter avec du coup des chapitres qui décident de s'affronter eux-mêmes. C'est-à-dire que les deux primarques ne combattraient pas, mais il y aurait une espèce de guerre par proxy, parce que ce serait bien sûr trop déshonorant de combattre le seul frère qui te reste. Par contre, envoyer des chapitres qui te sont loyaux sur la gueule de ses successeurs à eux, ça pourrait être intéressant. Alors je sais que tu l'as cité, hein, la série Dawn of Fire, donc qui est un peu on va dire l'histoire la plus en cours en fait pour Warhammer 40 000, le présent de Warhammer 40 000, essaye un peu d'intégrer maintenant des chapitres successeurs et tout, mais je trouve que ça manque d'un supplément, et ensuite en plus un supplément qui serait pas forcément que Crusade. Tu vois, il y a un truc un peu thématique. Il y a maintenant les saisons. Avant les saisons étaient thématiques en mode Paria Nexus, etc., mais on avait trop rien de plus. Je me dis, en fait c'est souvent des trucs pareil, le Paria Nexus, genre à la fois c'est un truc qui est développé depuis quelques années, mais il n'y a pas de finalité en fait. Il n'y a pas, tu vois, telle ou telle partie du Mechanicus qui s'est positionnée sur un truc pendant qu'une autre ne s'est pas positionnée. J'aimerais bien que Games Workshop s'inspire de la guerre de Badab dans ce qu'elle a de univers de poche et trucs un peu sérieux, trucs qui impliquent du lore deep. Mais si tu veux y aller, va là-dedans. C'est peut-être ce qui me manque aussi pour le narratif. Tu vois. Ouais, après, le problème de la guerre de Badab qui serait transposée aujourd'hui, c'est que la guerre de Badab, c'est quand même très Space Marine centré. Ouais. Et qu'aujourd'hui, avec toutes les factions qui existent dans le jeu... Mais après, aujourd'hui, est-ce que tout le monde joue pas au moins une armée Space Marine? Alors, il y a ce débat qui existe, mais il y a quand même des gens qui sont attachés à leur faction, qui n'est pas les Space Marines. Et en fait, je pense que Games, aujourd'hui, se dit, si je refais un truc similaire, et que j'incorpore pas les autres races, je vais perdre une partie des joueurs, et ça, je peux pas faire ça, tu vois. À l'époque, ils en avaient tellement rien à taper. Ouais, c'était, de toute façon, c'était la gamme Forgeworld. C'est ça, c'était presque autre chose, tu vois. Mais moi, je kifferais, tu vois, qu'à un moment, des figues sortent, pas forcément parce que... Enfin, tu vois, par exemple, toujours l'acte manqué pour moi Enfin, pas l'acte manqué, mais l'occasion manquée du Rogaldorn, qui est un tank qu'on ne sait pas d'où il sort. Tu vois, ça aurait pu être complètement stylé d'inventer une campagne de trucs fratricides et où, genre, l'objet, c'est de découvrir un nouveau schéma de construction standard et de débloquer un tank. C'est l'enjeu de toute une guerre qui implique tant de régiments. Tout le monde veut... on voit dans les Fantomogones que les régiments se tirent dans les pattes, qu'il y a aussi tu vois, des conflits de guerre civile qui peuvent démarrer à tout moment.
dans lequel tu peux propulser des Space Marines, tu peux te dire que tu es dans un secteur avec des orques, enfin tu peux mettre 4-5 factions. Après si tu dois mettre toutes les factions, aujourd'hui c'est impossible et ça crée cet effet Dawn of War comme je dis, bon, au final ça n'a plus trop de sens. Mais je sais pas, je trouve que ça manque d'envie de créer un truc. Là, la guerre de Badab à l'époque, c'est associé aussi à nos souvenirs un peu nostalgiques du site de Forge World. Ouah, putain, Tiberios, l'armure de zinzin, double point tronçonneur, complètement fou à baver sur le site de Forge World, tu vois. Ouais. C'était quand même un moment, j'ai l'impression que Games se permettait, tu vois, à un moment, si t'avais envie de câbler sur un truc en précis, tu pouvais y aller, quoi. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, c'est en mode retour sur Armageddon, retour sur Macré. Putain, mais inventer un nouveau truc, en fait, enfin, je sais pas. Bah, en fait, la seule voie que je vois dans ce truc-là, c'est le jour où ils vont refaire la figue de Huron, parce qu'il a besoin, le pauvre. Ouais. Bah, en fait, c'est le retour de Huron, et du coup, potentiellement, les chapitres successeurs il va revenir sur Badab, enfin, tu bah, vois, franchement, mais par contre, tu vois, ça pourrait être là, si Games fait bien les choses, plutôt que de juste dire ah, c'est Huron, il est de retour, et du coup. Non, c'est de dire il y a Huron qui est de retour, et du coup, les Space Marines des chapitres successeurs, ils ont toujours une dent contre lui, et ils veulent régler le différent, tu vois. En mode, tu pourrais inventer tu une reprends campagne les autour mêmes, de lui, ouais. tu reprends les mêmes, tu fais pas cette fois-ci c'est d'autres chapitres qui vont lui mettre sur. Non, c'est les mêmes qui ont le grudge de 1000 ans et des patates. Mais il y a ça aussi, c'est que souvent ils s'interdisent, enfin tu vois, ils mettent pas trop en avant ce qui est daté. Ouais. Donc en fait, Huron il tombe dans l'oubli, et tu vois, ça me fait rigoler aussi parce que c'était ça avec les War Eaters. Tu sais, ils étaient très peu cités, puis maintenant ils sont cités partout. Maintenant les empereurs de Shenlong sont refaits, donc ils peuvent être de nouveau cités. Il y a vraiment un truc assez bizarre là-dedans parce que t'es en mode, mais en fait, faites vivre vos gammes. Alors maintenant que tout le monde a à peu près une gamme correcte, je pense que ça va le faire, tu vois. Mais ouais, je sais pas. Je peux te dire, les Chevaliers Gris sont pas refaits. On peut inventer une campagne où ils vont chasser, tu vois, leur objectif c'est de chasser Huron dans le Maelstrom, tu vois. Parce que plonger dans l'œil de la terreur aujourd'hui c'est plus possible, tu vois. Bah, non. Surtout qu'on sait que Huron il a aidé Abaddon pendant ses X croisades, etc. Donc il y aurait toutes les raisons du monde pour dire ah bah Huron il s'est bien dans le pied. Mais je sais pas, il y a des trucs en tout cas à inventer. Mais je parlais pas forcément à un rematch autour de la guerre de Badab, mais qu'est-ce que toi t'aimerais bien finalement, qu'est-ce qui te plaît là-dedans et qu'est-ce que tu verrais bien appliquer au lore actuel, quoi, au lore ou au jeu actuel. Ouais, bah en fait, que ce qu'on disait un peu avant, mais que GW continue à remettre de l'accent sur les chapitres successeurs en fait. Parce que c'est cool, hein. En fait, les chapitres successeurs, je trouve que c'est super sous-estimé et c'est très drôle parce que pas plus tard que aujourd'hui, dans le Discord de Maxou de Rural Hammer, il y a un joueur qui demandait des conseils justement sur ouais, moi j'aime bien les Space Marines, j'aimerais bien jouer un chapitre un peu plus comme ci, comme ça, qu'est-ce que vous me conseillez? Et du coup, bah forcément, les premiers conseils qui ont été donnés, c'est bah, fais des Black Templars, fais des Space Wolf, fais des machins. Et en fait, après, les gens commencent à dire ouais, mais sinon, si t'aimes pas le schéma de couleur, tu peux toujours faire des successeurs. Et après, ça a commencé à balancer des noms de chapitres successeurs, machin, et de se chauffer en fait les uns les autres. Et en fait, c'est là que tu te rends compte que le chapitre successeur, c'est vraiment un moteur encore. Ça fait partie de ces niches de créativité, tu sais, que GW a. Alors maintenant, ils essaient de standardiser. J'aime bien, c'est une niche de créativité. Bah, en fait, c'est parce qu'ils essaient de standardiser vachement de trucs pour rendre toujours plus accessible le hobby à plein de gens, ce qui est super bien. Mais du coup, c'est vrai qu'il y a de moins en moins ce petit niche de lore. Tu sens qu'il y a quand même un chiffre qui s'est fait en. J'ai l'impression fin V9, V10, il commençait à avoir des illus avec des howling. Oui. Le studio a commencé à peindre d'autres chapitres, etc. Mais c'est vrai que c'est un effet. Oui, et t'as des bouquins Black Library qui sortent sur les exorcistes, par exemple, des trucs comme ça. Mais après, c'est vrai qu'il y a un côté un peu. Ça, on en parle. En fait, pour moi, c'est les retombées aussi et pas les bonnes pour le coup, du retour de Gilliman. C'est-à-dire, à partir du moment où le Primarque des Ultramarines est de retour, les Ultramarines sont de retour, les Ultramarines sont partout. Et du coup, il y a un côté. En fait, c'est toujours qui est la plus grosse star du moment. Le Lion est de retour, donc on va parler des Dark Angel. Et en fait, du coup, c'est vrai que du coup, les chapitres successeurs des Dark Angel, ils ont du mal à exister. Alors que tu pourrais très bien imaginer qu'ils avaient créé, je sais pas, un putain de schéma et un lore trop stylé, et tout le monde jouerait ce truc où les gens se seraient appropriés quelque chose. J'ai l'impression que ces dernières années, tu vois très peu des gens arriver en disant j'ai une armée de Crimson Fist, tu vois, ou une armée de. Tu vois, même ça, enfin, tu vois, c'est pas. Alors très dommage, c'est banger. Non, mais je veux dire, c'est dur. Il y a certains chapitres qu'on voit très peu. Alors après, il y avait le débat dans le Discord de qui on voit le moins, même déjà au sein des chapitres, des 9 chapitres fondateurs, quoi. Donc c'est vrai que c'est chaud. La disparité entre certains. Mais là, ouais, mais là, tu vois, en fait, je trouve que le lore des chapitres de Badab, c'est une super illustration. Et je pense que ça pourrait s'appliquer d'ailleurs aussi dans l'idée de créer des chapitres renégats ou des sous-factions, enfin, tu vois, type.
les sous-factions des taux, c'est hyper limité. Alors Ouais. que tu pourrais créer des trucs complètement ouf, avec notamment l'idée que t'as des sphères d'expansion, donc ils sont de plus en plus éloignés de la capitale. Est-ce que ça crée pas, tu vois, des cultures un peu différentes, etc. J'ai l'impression qu'ils osent plus trop ce genre de Bah trucs. en ouais, fait. mais même les orques, par exemple, C'est les une clans, niche, ouais. tu sais, les clans orques, pendant Ouais. longtemps, ils avaient commencé à en développer plein, et Mm. puis d'un coup, maintenant, t'as toujours les mêmes, et de toute façon, Tout le monde a accès au même truc. tout le monde a donc, accès au même truc, puis maintenant il y a les bisnagas, donc c'est carrément un truc à part, Ouais. et tout. Et en fait, oui, c'est ce truc de... Alors, c'est aussi les va-et-vient des différentes versions qui font qu'à un moment donné, les sous-factions sont au cœur du jeu. Après, on oublie les sous-factions et on parle de détachement. Tu vois, il y a aussi ce truc de... On t'a mis en avant des Ah ouais, sous-factions, tu vois. Enfin, c'est c'est le lien. cycle Warhammer. Oui. Et du coup, ce qui fait que bah, des Le gens... lore qui influence le jeu qui influence Ouais, les filles, bah, les filles qui influencent le lore. Et du coup, c'est vrai que dans tout ce va-et-vient, tu peux perdre un peu ce côté créatif de... Mais qu'est-ce qui m'empêche, moi, de créer un chapitre successeur de ouf, en fait Moi, je veux un chapitre... Je veux un successeur des Imperial Fist qui ait un schéma de couleur violet. Je dis ça, il y en a peut-être, hein, mais là, de tête, j'en ai pas. Et donc du coup tu dis bah ok bah moi je vais me faire un chapitre successeur, je vais inventer son fleuve, je vais inventer sa particularité, machin, et ça se fait de moins en moins, je suis assez d'accord, Ouais. parce que comme tu le dis, le spotlight... Et t'as de moins en moins d'exemples aussi. Bah c'est ça, et alors si, il y en a, mais dans le White Dwarf. Mhm. Et ça, Ouais, les Tomekeepers je notamment. partage un truc que Maxou disait dans un de ses podcasts récents, qu'il s'est remis au White Dwarf, et pour le coup, je plus sois complètement ce truc-là de, typiquement, moi dans un White Dwarf que j'ai qui doit dater, je pense, de l'année dernière, où il y avait un choix des armes du studio, Il y a un Sons of Medusa. il y a un gars qui fait Ouais. Sons of Medusa et qui a une Ouais, bête j'ai d'armée trop l'armée, classe. je viens d'avoir l'armée en tête. Ouais. Et en fait, tu vois, et pareil, il y avait un autre gars, après ils avaient fait un challenge de celui qui peint une combat patrol, tu sais, Mhm. et du coup, un gars, il avait inventé un chapitre successeur des Dark Angel qui était genre pourpre d'un côté et crème de l'autre. Mhm. C'était trop classe. Enfin, et en fait, chez White Dwarf, tu vois encore beaucoup de chapitres Ouais, homebrew, comme on appelle ça, Ouais, c'est ça. et voir... Dans l'émulation du Voilà, studio, ils et sont voir, ils sont du coup, équipes. tu parlais des Tomekeepers avant, mais pour moi, ça c'est vraiment l'exemple où les Iron Raven Ouais, de Paul Norton, c'est pareil, c'est des chapitres qui n'existent pas dans le lore, qui ont été inventés par des mecs du studio, et qu'en fait, ils ont tellement développé le truc, que ce soit dans des bouts de fleuve, dans des articles, etc., que maintenant, ils sont canon. Ouais, ça c'est très très cool, et c'est vrai que c'est peut-être à chercher du côté de White Dwarf, ce qui nuancerait un peu le tableau, mais c'est vrai que, enfin, moi je trouve que la leçon, pour revenir à Badab, c'est vraiment, il y a un moment, un mec s'est dit, tiens, je vais m'emparer de toutes ces versions successives, et en fait, Badab est hyper connu parce que c'est là depuis Rogue Trader, mais en réalité, il y a beaucoup de choses, beaucoup de conflits qui sont cités d'une édition à l'autre. Il y a beaucoup de guerres dont on pourrait s'emparer, il y a beaucoup d'endroits, par exemple, tout ce dont on a parlé... dans notre épisode sur Lovecraft, tu vois, où c'est des lieux ou des phénomènes qui sont du deep lore, un peu Warhammer 40 000, tu pourrais très bien imaginer une campagne autour de ça, au sens pas forcément campagne estivale, ni même campagne narrative, mais juste, bah tiens, notre saison, on va l'articuler autour de ça, et puisque de toute façon, on est dans un jeu où il y a une rotation toujours plus importante, si tu regardes du côté du jeu vidéo ce qu'ils ont l'air de faire, bah en fait telle saison c'est tel genre de skin pour tel perso et on axe sur tel mode de jeu, enfin tu pourrais totalement en fait faire ce genre de truc et proposer aussi des figues, parce que maintenant que je pense que tout le monde va avoir une gamme à peu près ok, tu pourrais te dire bah tiens là je tape un délire, cette unit elle a du sens dans le cadre, mais enfin tu le fais comment dirais-je, de manière rétrospective. Oui, bien sûr. La logique de l'histoire peut être inspirée de ce que le studio est en train de bricoler, tu vois, et donc je trouve que ça pourrait être super stylé, mais ça manque le côté. Parce que j'entends, hein, ouais, mais c'est que des Space Marines, etc. Ouais, mais du coup, c'est hyper limité. Mais t'as quand même les forces de défense planétaire, t'as les Space Marines, t'as l'Adeptus Mechanicus, t'as l'Inquisition. Enfin, tu vois, tu as cité un chapitre qui est connecté avec le clergé impérial. Donc, tu pourrais faire un truc où t'as 5-6 factions sans trop forcer, tu vois. Tu pourrais même créer avec leur nouveau système de détachement, tu peux tout à fait Un imaginer truc thématique, mais ça des serait détachements énorme, thématiques, mais ce tu serait vois. trop bien. Imagine, tu fais le détachement, l'équivalent de la Légion du Tyran. Ouais. Enfin, genre en mode un régiment Space Marine qui est. Enfin, c'est des Raptors ou mieux encore, parce que c'est comme ça qu'elle fonctionne, la Mentors Legion qui a envoyé 10 mecs pour former 10 000 mecs. Et tu peux jouer une force où tu joues 10 Space Marines et sans garde, tu vois. Genre, enfin,
inventer, en fait, le truc de détachement, il est tellement souple et tellement cool. Je pense qu'on en fait que gratter la surface avec l'idée d'en avoir un tout 3 gratuits tous les 3 mois, etc. Enfin, c'est trop cool. Mais je pense que ça pourrait aller plus loin aussi, tu vois. En fait, c'est vrai qu'on pense pas assez à ça. Soyons pas trop nostalgiques, on a de nouveaux outils, c'est cool, mais qu'est-ce qu'on pourrait faire avec ces nouveaux outils, tu vois? Ouais, parce que par exemple, on rappelle, mais dans les détachements de Noël, par exemple, pour les titans, il y a un détachement qui permet de jouer du Mechanicus et des titans en allié. Ouais, bien sûr. Alors, je sais pas comment ça performe en termes de jeu, et à la limite, on s'en fout, mais juste le fait qu'on Et puisse le pareil faire. pour les et que renégats avec les pareil pour les cultistes. renégats avec les cultistes. Et en fait, le fait que ça, c'est maintenant acté, genre, c'est une armée qui est développable, bah, c'est trop bien en fait. Ouais. Enfin, Mais vu que ça manque d'un cœur et que c'est aussi, tu sais, dans cette course un peu permanente entre guillemets à la méta, parce que même quand c'est pas des détachements qui sont forcément méga intenses en termes de jeu, les gens, je pense, enfin moi en tout cas personnellement, j'aurais envie de faire des armées là-dessus. Bon, moi, j'ai pas forcément l'intention de faire des armées là-dessus, mais du coup je me dis tout le temps, putain, j'aimerais bien faire le truc renégat avec des cultistes, parce qu'en plus ça compléterait bien toute mon armée Space Marine du Chaos, dans laquelle il y a ni gros véhicules, ni petit bonhomme. Mais du coup, c'est vrai bah. que tu peins pas cette tank. Ouais, c'est clair, je suis d'accord. Mais donc, Sons of Medusa. Mais du coup, ouais, en fait, si le détachement il disparaît à la V11, ça fait chier. Ouais. Tu vois, alors qu'en fait, si t'es dans un lore, en fait, tu continues ton petit truc lore et après tu te démerdes avec les règles, tu vois. Enfin, il y a souvent un côté, l'emballage va pas forcément jusqu'au bout. Et en tout cas, il n'y a pas, effectivement, j'ai bien aimé ton expression de niche de créativité. Ça, je trouve que ça manque. Parce que pour moi, quand tu rejoues la guerre d'Armageddon, et que tu me dis que c'est la DevCore qui sauve Armageddon alors qu'il y a littéralement la Légion d'acier d'Armageddon dans l'ordre, tu vois, je suis un peu en mode frérot, je sais que tu veux vendre tes nouvelles figues, mais là ça se voit un peu quoi, tu vois. J'ai un peu l'impression que ça c'est un peu les pires heures de G-Way où c'est genre, qu'est-ce qu'on met en avant? Bah forcément le truc le plus funky. Et Et puis il faut Forge faire World, sortir les Black Templars, donc oui, voilà. Non, mais après, Forge World, ils avaient toujours l'avantage aussi d'être le studio B, qui pouvait faire un peu ce qu'ils voulaient, etc. Mais je sais pas, enfin, en tout cas, moi, je serais curieux de voir, parce que on a les rumeurs de Valrak, des autres et tout, sur la V11, sur une potentielle nouvelle faction, qu'est-ce qu'ils pourraient refaire, quelle gamme mérite encore une refonte complète. Bon, très clairement, les Chevaliers Gris, par et exemple. une Tonkari. Voilà. Mais du coup, c'est qu'est-ce qui va mener ensuite, tu vois? Est-ce qu'on va en un cycle, du coup, les primaries de base, ils auront 10 ans, donc il faudra refaire, enfin, tu vois, c'est... S'il vous plaît, non. tu vois, non, mais c'est ça, c'est jusqu'où on va aller. Et je pense que peut-être ça peut être une porte de sortie, tu vois, de s'emparer de plusieurs trucs de lore et de dire, on va faire ça. Parce que, en fait, pour l'instant, il y a beaucoup de choses qui sont des non-événements, quoi. Pareil à Nexus, Vigilus... Tu vois, je trouve que c'est des trucs où ils auraient carrément pu développer des trucs et au final, c'est pas méga touffu, quoi. Enfin, Vigilus, c'était pas mal touffu, mais il y a le côté un peu toutes les factions sont représentées. Mais du coup, c'est un peu le défaut de sa qualité. Bah, voilà un peu pour ce que nous, on aime. Qu'est-ce qu'on pourrait récupérer de la guerre de Badab. Et Raph, j'avais envie de te poser une question pour terminer un peu version hobby, au sens modélisme du terme. Tu fais des Howling Griffon? Je fais tout à fait. T'as hésité avec les Nova Marines? J'ai hésité avec. Ouais. T'as pas peint mal. des Red Scorpions? Ouais. Quel autre kill team? Enfin, est-ce que t'aurais d'autres projets hobby en fait qui t'intéresseraient Et ben. autour de la guerre de Badab? Et ben. Les Sons of Medusa. Pour le schéma de couleur? Pour le schéma de couleur, parce que en fait je peins pas de vert et Ouais. du coup je trouve. J'avoue que le schéma de couleur un peu flashy comme ça, c'est très très cool. Et après, en vrai, tu vois, genre quand j'ai lu pas mal le fleuve des exorcistes, et en fait le fait d'avoir un chapitre loyaliste sur les Psykers, on a un détachement de Noël sur les Psykers qui est sorti, enfin tu vois, il y a déjà des outils en plus qui existent. Ça j'adore. Quand ça se répond comme C'est- ça, ouais, c'est cool. Et tu vois, et en plus là, en termes de thématique un T'as peu... beaucoup de figues. Ouais, et puis tu peux aller, genre tu topes genre un kit de Thousand Sons, Mm. et après tu prends les bits et tu les mélanges Ouais, avec tu des peux faire primaris des et trucs sympas. tu fais des trucs assez sympas, tu vois. Mm. Je pense qu'il y a moyen de faire un truc un peu stylé. Et globalement, tous les chapitres successeurs, moi, sont des projets potentiels que j'ai envie de faire en fait. Va falloir qu'on fasse un épisode, le top 10 des chapitres successeurs, ou un live tier list. Tier list des chapitres pour successeurs. faire chier tout le monde. En plus, il y a je sais plus qui a partagé la liste visuelle des chapitres successeurs dans le Discord et j'ai eu le malheur en fait de l'ouvrir. Et, Il y en a beaucoup. il y en a beaucoup, mais du coup il y en a plein où je me dis, oh, ça j'aimerais trop. Tu sais. Mm. Mais en fait c'est horrible parce que on en avait discuté un peu en message privé et je me suis dit, mais en fait, ce qui serait le goal ultime, c'est que tu peins un intercesseur de chacun des chapitres successeurs. Mm.
et tu mets ça dans une vitrine, Ouais, c'est très et ça stylé. te fait Tu fais l'équivalent du poster qu'ils vendaient C'est ça, à mais l'époque avec à des Aimé. filles. Ouais. Ça, c'est incroyable. Ouais, ça serait très très stylé, effectivement. Et toi, est-ce que tu aurais des projets parce que je sais que l'armée de Space Marine te titille un peu tout le temps, mais L'armée sans jamais Space la Marine concrétiser. titille tout le temps. Moi, j'ai un très gros problème, c'est que j'aime certains chapitres d'origine, mais pas tous. Je me vois pas trop faire certains. J'adore les Black Templars, mais je me vois pas peindre une autre armée avec de l'armure noire, donc je pense qu'ils sont éliminés immédiatement. J'aime beaucoup un certain nombre de chapitres successeurs et beaucoup ceux de la guerre de Badab parce qu'en fait je me rends compte que un peu comme toi j'ai un peu toujours gravité autour de ça. Pas forcément un chapitre en particulier, même si les Karcher Rodon j'ai toujours kiffé, notamment depuis qu'ils ont ce délire un peu plus Maori, etc. Je trouve ça vraiment cool. Je me suis fait des conversions. Là c'est l'occasion qui a fait le larron dans le sens où j'avais des bits idonettes. Et je me suis vraiment réveillé à un moment en me disant mais ouais je suis trop con, enfin en fait je me fais chier à trouver un chapitre Space Marine alors que des fois je devrais juste regarder qu'est-ce qu'il y a dans la Beatsbox et let's go, tu vois. Ça part. Et j'ai kiffé les bidouiller, j'ai même kiffé les peindre. Après, je me suis un peu merdé dans ma recette parce que visiblement, mais j'avais fait une kill team de River Ouais. qui ne ressemble pas aux intercesseurs que j'ai fait plus tard. Je sais pas trop ce qui s'est passé. Après, bah, mon style de peinture, il a un peu aussi changé. Ça se trouve, la recette avait changé, je l'avais mal noté, j'ai pas trop compris. J'aimerais bien, mais en fait, je me suis rendu compte en peignant les derniers. C'était un exercice pour faire du battle damage et Ouais. faire de la peinture à l'huile. Et en fait, sur le gris, ça marche hyper bien. Le seul problème, c'est que peindre du gris sur des Marines, je sais pas, je trouve que justement un Space Marine peut être vachement coloré. Ouais. Et moi, faisant du camo à longueur de journée, bah en fait, j'ai pas envie de faire un chapitre Space Marine qui est. Tu vois, c'est pareil, j'adore les Raptors, mais je me vois pas peindre des Ouais, Raptors. du tu vois. vert olive. Exactement. Alors que Sons of Medusa, où c'est du vert hyper flashy, et que c'est quasiment la seule couleur qu'ils ont, juste le casque blanc, bah, je me dis, ah ouais, Battle Damage, tu pourrais faire des trucs hyper cool. L'huile, tu pourrais faire des trucs hyper Ah, cool. les tanks, ils sont trop beaux. En Les plus. tanks, et ça fait une force SF un peu, tu vois, Ouais. genre en mode, ça fait presque des couleurs un peu qu'on voit sur les taux, donc ça, je trouve ça intéressant. Et c'est vrai qu'à chaque fois que j'ai essayé de créer des chapitres Space Marine, c'était beaucoup des trucs qui, soit le lore ressemblait un peu à celui de Badab, avec des secrets, des trucs un peu chelous, des fondations inconnues, ou soit, c'était les couleurs. Et j'aimais bien le côté couleur flashy, tu vois, orange, et des trucs comme ça. J'aimais bien aussi partir d'un chapitre, tu vois, on va dire un peu moins représenté, type, ok, successeur Iron Man, successeur Avant-Garde et tout. Donc c'est beaucoup des trucs qu'on voit dans Badab, ce que j'ai un peu conscientisé en travaillant sur le podcast. Mais c'est vrai que si je devais vraiment rester dans Les le... Mantis Warriors. Ouais, voilà, c'est ça. C'est la réponse la plus informée que je pouvais te donner, la plus éduquée que je pouvais te donner. C'est les Mantis Warriors. En fait, pourquoi ? Parce que déjà, il y a l'idée que toi, tu fais des Howling Griffons. Je trouverais ça stylé qu'on développe une espèce de lore commun où du coup, tu te dis, bah en fait, t'as un chapitre Space Marine et bah c'était deux chapitres Space Marine qui en fait, chacun était dans un type camp de et l'autre. ouais. Et du coup, je trouve ça assez stylé. Je trouve que le schéma de couleur est hyper cool. Je trouve en plus la thématique un peu White Scar, mais ils ont aussi la dynamique un peu. Enfin, en fait, il y a des mecs qui du coup les font un peu en mode japonisant, mais pas trop. Ouais. Avec, tu sais, aussi les boucliers des Ossiarques qui font un peu insectoïdes. Du coup, ça fait un peu. C'est Il y a sympa un ce rappel. ouais. Avec. Il y a un mec qui fait une armée comme ça où c'est Blade Guard. Quasiment toutes ses armées sont en Phobos. Je crois que ses Blade Guard sont en Phobos aussi avec le bouclier des Ossiarques et tout. Ouais. Je trouve ça hyper cool. Après, en fait, ça me fait chier parce que ça me fait chier, je pense, de me projeter dans un truc que quelqu'un a déjà fait. Ouais. Par contre, de plus en plus, la peinture, un projet de peinture qui me satisfait, que j'arrive à faire et que j'arrive à bien faire vite. Ouais. Je le vois avec ma Black Legion, même si je la joue moins. En fait, je me rends compte que je me casse moins la tête et que c'est satisfaisant et c'est récompensant de peindre ma Black Legion dans ma technique. Et en fait, si ça se trouve, si je testais du White Scar et que d'un coup j'étais en mode ouah putain, c'est une dinguerie, pas du White Scar, du coup, du Mantis Warrior, mais son successeur, Ouais. je pourrais me voir peindre une petite force. Bah, surtout que maintenant, à la contraste, si vraiment en plus tu vas aller vite et faire un truc très beau, bah avec les couches de base, en tout cas à la contraste, Ouais, je le vois avec tes griffons, Tu tu vois, à aucun moment t'as l'impression que c'est fait en contraste, tu peux faire des trucs de zinzin, et puis je sais pas, enfin, le côté, nos deux forces se répondraient, Bah, je trouve ça ouais. assez stylé. Et puis tu vois, genre c'est vrai qu'une armure Phobos en Mantis Warrior c'est super stylé. Mm. J'ai jamais vu une armée de Mantis Warrior avec des tanks. J'aimerais Ouais. bien voir ce que ça donne par exemple, tu vois. Non, franchement,
un super projet, je pense. Ouais, très très cool. Bah écoute, ils sont sur ma liste des chapitres que j'aimerais bien faire. Après, je pense que fondamentalement, je vois avec la Black Legion, j'invente beaucoup de lore perso. Et je sais que j'ai pris une compagnie, enfin une bande de guerrières qui est vraiment à part. Avec ma garde impériale, j'adore représenter des régiments bien spécifiques. Donc j'avoue qu'en fait, reprendre un truc de lore qui est déjà bien établi, ça me fait toujours un peu peur. Et j'aimerais vraiment beaucoup, moi, accoucher un jour d'un chapitre successeur maison et où je suis hyper fier et où c'est hyper cohérent, etc. Mais des fois, tu sais, c'est un peu, voilà, mon taf c'est d'écrire et des fois je me dis, bah cette histoire-là, l'idée elle est bonne, mais j'ai pas encore les capacités de le faire, je me sens pas en capacité de le faire. Et j'en suis un peu là avec les chapitres Space Marine. Maintenant, une petite kill team ou un truc comme ça, tu vois, genre ça pourrait carrément le faire, quoi. Et s'ils réinventent le format combat patrol. Ouais, ou tu vois, par exemple, ou je sais pas. Ou la boîte de la V11, hein, si ça se trouve, les filles qui mais vont être tu dedans, vois, elles mais vont même parler, sans ça, et tu vas être en mode. t'as partagé un mec dans le Discord qui a fait récemment c'est quoi, des Marines Malévolentes. Marines Malévolentes, ouais. Ouais, là aussi, là on avec est les kits Space Wolf. dans le deep cut avec les kits Space Wolf et j'étais en mode putain, c'est insane. Enfin, en mode. De toute façon, moi, les kits Space Wolf, j'ai trouvé insane sur ce côté. Je trouve que c'est le parfait mix entre esthétique classique et esthétique Primaris. Mais je pense que plus on avance et plus on va aller vers ça. Donc, effectivement, V11 et compagnie, je pense que à un moment, je vais voir les kits et c'est un peu comme. Tu vois, j'avais envie de refaire une nouvelle armée KO. Et tant qu'il n'y a pas eu la refonte KO, je voyais pas quelle armée faire. Et d'un coup, j'ai dit, ok, Black Legion, parce que j'ai lu le bouquin. Quand les trucs s'alignent, je peux bouger vite. Ouais. Donc ça se trouve, il suffit qu'ils nous refassent un supplément guerre de Badab et je plonge la tête la première. Voilà pour cet épisode qui du coup fera presque 2 heures, mon cher Raphaël. Donc oui. on avait mis un petit peu de temps à l'enregistrer et à le préparer parce qu'il y avait beaucoup de lore à manger. Mais on espère que ça vous aura plu. Merci en tout cas Raph d'avoir présenté tous ces chapitres Space Marine un peu obscurs. Bah, si ça vous a plu et que vous en voulez plus sur des chapitres Space Marine obscurs, ça peut faire l'objet d'un épisode. Je les ai oubliés, mais il y a d'autres perspectives que je trouve intéressantes. Je pense que le prochain épisode sera au format débat. Ouais. On reviendra peut-être sur la partie jeu, vu qu'on a été très lore et très modélisme ici. Et voilà, on continue d'ici l'été à vous abreuver en podcast pour que vous puissiez les écouter dans vos vacances ou au boulot si vous n'avez pas la chance de partir. Au moins, vous aurez un petit quart d'heure, plusieurs quarts d'heure de discussion pour rejoindre la communauté. Et ben suivez-nous sur les réseaux sociaux, Instagram et Blue Sky principalement, mais aussi rejoignez le Discord. Franchement, il y a de plus en plus de monde et l'ambiance est très bonne, surtout en cet été là. Je trouve qu'il y a plein de choses trop cool sur le Discord. Et puis si vous voulez nous soutenir, vous pouvez du coup partager cet épisode sur les réseaux, vous abonner à notre chaîne YouTube, donner un petit peu de sous sur Tipeee ou aller lire Sculpter la guerre aux éditions Third Edition, qui est mon essai sur Warhammer 40 000. Vous pouvez retrouver Raph sur Blue Sky et sur Instagram, Raph Ryan. Voilà, Raph Ryan Painting, ouais. Pardon, sur Instagram et Raph Ryan 67, je crois, sur Blue Sky, je sais plus le handle. Mais de toute façon, vous me retrouvez dans le Discord, un peu dans tous les salons. Le seul joueur Howling Griffon de France, voilà. De toute façon. et on rappelle aussi qu'il y a le Oldhammer Challenge toujours en cours, qui bientôt d'ailleurs, si je dis pas de bêtises... Et ben ouais, à l'heure où sera diffusé ce podcast, il se terminera dans quelques jours. Voilà. Donc voilà, n'hésitez pas à vous inscrire. Enfin, il n'y a rien à faire, faut juste m'envoyer les photos pour vous inscrire. Et puis on va faire un live très vite. Normalement, je vous aurai communiqué à l'heure où sort ce podcast, bien la date du live où on passera en revue vos efforts. Mais je vais pas m'avancer ici au cas où il y a un petit problème warp qui m'empêche d'être là ce soir-là. On se quitte avec les miaulements du chat et je vous dis à très vite. Des gros bisous. Salut, ciao. Miaou. Il est resté là pendant 40 minutes. Bonus. Trax.